cette rencontre de la Commission des finances de l'administration. On est aujourd'hui le 24 novembre. Parmi les membres présents, Mme Laure Letarte-Lavoie, M. Raïs Bonge, M. Paul Jean, Mme la mairesse qui va se joindre à nous. Aussi, on est assisté de la direction des services des finances et trésorière, Mme Nathalie Lapierre, Mme Guylaine Boutin, directrice générale adjointe, aussi Mme Caroline Bérard, de la direction des finances, et Mme Prisca Gilbert. Aussi, on va avoir un invité qui va venir nous faire une présentation. Donc, si vous êtes d'accord, on irait avec l'adoption de l'avis de convocation puis l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, on aurait deux sujets à retirer. On en parlera en atelier de travail la prochaine. C'est le dossier relatif au capital humain. Il faut se rappeler, lors d'exercices budgétaires, il était à deux services. Donc, on va regarder à qui va être attitré prochainement. Et donc, ça va découler aussi du plan d'action, c'est-à-dire que si on enlève cette action-là, il va falloir animer cet espace disponible avec, parmi les enjeux les nombreux qu'on a identifiés. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ordre du jour? Je suis d'accord, Monsieur le Président. Mais par exemple, excusez-moi, dans l'ordre du jour, dans les points 9, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a personne présent. Mais je pense que si vous êtes d'accord, dans les prochaines rencontres de la commission, on pourrait demander s'il y a des gens présents, s'ils ont des questions. Point 9, puis on pourrait faire 9A, questions des gens présents sur les sujets à l'agenda de la commission. Et aussi 9B, commentaires ou messages des membres de la commission aussi. Un petit peu comme au conseil municipal. Des fois, on peut avoir des préoccupations en lien avec les finances publiques ou l'administration. Donc, on pourrait... Je suis d'accord. Ce sera un gain de démocratie, je suis d'accord. D'accord, bien, merci beaucoup. Lecture et dépôt du procès verbal de la rencontre du 22 septembre. Ça représente les décisions et les sujets qu'on a discutés. Donc, on irait avec Monsieur le Président. 5.1. Monsieur le Président. Oui, excusez-moi. Je pense que votre caméra est obstruée. Regardez ça. Merci beaucoup. Donc, on s'excuse auprès des gens qui nous écoutent via vidéoconférence. Donc, on s'est rendu au premier et seul dossier à l'agenda avec les modifications. Gestion des actifs, ça va être présenté par M. Louis-Martin Guénette. C'est quand même une présentation avec beaucoup de sujets et contenus. Si vous êtes d'accord, j'ai demandé à M. Guénette qu'il puisse la séparer peut-être en bloc de 15 minutes pour arriver avec des questions à tous les 15 minutes pour ne pas soit interrompre M. Guénette durant la présentation de façon fréquente ou arriver dans une heure avec une série de questions qui vont être des fois loin dans le sujet de discussion. Madame la directrice, voulez-vous faire un commentaire d'entrée de jeu sur la présentation? Non, ben, je pense que Louis Martin, c'est un expert en gestion d'actifs, alors il va bien nous guider là, à travers cette présentation-là. Évidemment, la gestion. Oui. Évidemment, la gestion d'actifs, là, je pense que c'est une des priorités. C'est la première priorité de la commission. Donc, c'est un sujet là, vraiment très intéressant, très large. Hein. Il y a beaucoup de choses, en fait, là-dedans. Ça regroupe plusieurs actions. Alors, je pense que c'est bien d'entamer le tout avec une présentation là, de M. Guénette là, qui va mettre la table, puis ensuite de ça, qui va nous permettre de pouvoir poser différentes actions tout au long des prochaines années, parce que ce n'est pas l'histoire d'une action, c'est l'histoire de plusieurs actions. Et ce n'est pas l'histoire d'une année, mais d'un long parcours. Merci beaucoup. Et la gestion des actifs, on a Mme Boutin tout à l'heure que j'ai nommé. C'est sûr que Mme Boutin, il y a quelques années, avait justement amené un dossier bien étoffé sur les enjeux pour la ville de Sherbrooke. Madame la mairesse, on vous a nommé tout à l'heure comme étant présente. Donc, rebonjour. La parole est à vous, M. Guénette. Ah, là, oui. Donc, sans problème, vous pourrez m'interrompre et on pourra discuter, échanger sur des questions. Donc, en gros, deux ou trois sections dans la présentation, le petit retour sur des concepts de gestion d'actifs, comme Nathalie, Mme Lapierre vient de mentionner, c'est assez large et ça ne se digère pas d'un coup. Et ensuite, là, ce qui était
Ce qui était présenté initialement dans notre démarche de gestion d'actifs il y a 2-3 ans et maintenant vers où on s'en va aussi dans les avancements qu'on a faits. Donc, un rappel sur les concepts. Donc, la gestion d'actifs, c'est vraiment justement, c'est pas une action, c'est vraiment une démarche. C'est un concept dans une science multidisciplinaire. Oui. Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait partager l'écran? Oui. Faut que tu le partages dans le... En visioconférence pour que les gens puissent suivre Je peux le faire si vous voulez. à la maison. Bonne suggestion, M. Raïs. Ce sera pas long. On va demander aux plus jeunes d'arranger ça. Là. Oh, vous êtes comme une C'est parti. OK, vous partagez dans le fond le document préalable. Parfait. Merci. Rappel encore une fois là, sur le concept. Donc ici, le principe étant un système de gestion d'actifs. La gestion d'actifs, on dit en anglais, asset management is more than managing assets. Ça veut dire que bien que tout le monde qui a des infrastructures puisse les entretenir ou fasse des choses sur leurs infrastructures, de faire de la gestion d'actifs dans sa perspective globale, c'est beaucoup plus que justement gérer les actifs à proprement dit. Donc, ce que ça veut dire, c'est ici les divers modules, les diverses couleurs que vous avez. En jaune, stratégie et planification. Donc, c'est toute l'anticipation qu'on peut faire sur justement planifier nos besoins futurs, se faire des plans, des orientations et avoir des stratégies. Au niveau opérationnel, c'est le cycle de vie qui est au centre. Donc, généralement, on pense souvent que la gestion d'actifs, à tort, que c'est seulement la portion opération ou après les projets. Mais tout le cycle de vie au niveau de l'acquisition, opération, maintien des dispositions, c'est vraiment très important. Puis, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'emphase dans l'organisation à développer une culture du cycle de vie dans les divers services pour que on comprenne bien que justement, il n'y a pas juste la phase projet, mais il est très important évidemment d'opérer, d'entretenir de manière adéquate nos infrastructures. En orange, la gestion des risques et contrôles, donc suivre nos risques et monitorer l'état de nos actifs est très essentiel. La base, une grosse partie, puis une chose qu'on travaille très fort à la Ville actuellement, l'information sur les actifs. Donc, se structurer adéquatement au niveau de l'information pour être capable de faire remonter l'information pour éventuellement prendre des décisions. Donc, pardon, ça a changé. Donc, les processus décisionnels, améliorer notre prise de décision. Donc, c'est justement avoir basé sur de l'information. Donc, vous avez déjà vu des tableaux de bord qui se promènent dans l'organisation depuis un certain temps, dans le processus du PTI, etc. Donc, c'est pour faciliter ou nous aider dans notre processus décisionnel, ainsi qu'il ne faut pas oublier l'aspect des ressources humaines et organisation. Donc, ça, c'est un autre dossier sur le développement des compétences en gestion d'actifs, développement des compétences numériques aussi des employés pour être capable de justement suivre puis nous permettre d'avoir des informations adéquates pour prendre des décisions. Donc, le système, dans le fond, il existe une norme ISO qui existe sur un système de gestion d'actifs. Ici, quand on dit système, l'important, c'est de comprendre que ce n'est pas un logiciel, mais bien, en anglais, on va dire un cadre ou un framework. Donc, qui est vraiment le système de gestion d'actifs, c'est l'alignement entre la politique de gestion d'actifs, les stratégies et les plans de gestion d'actifs. Donc, on va y revenir. Donc, rappel, pour ceux qui étaient là, j'ai présenté ça en mai. Donc, à travers le temps, les divers types d'investissements qu'on va avoir à faire justement dans notre parc d'actifs. Donc, généralement, le fameux BO, donc nos budgets d'opération, qui est une ligne relativement constante. Donc, on ne voudrait pas qu'elle fluctue trop, mais on a besoin de budget pour opérer nos actifs. Le fameux déficit de maintien d'actifs, le DMA, qui était au préalable appelé déficit d'entretien ou déficit d'entretien accumulé. Donc, c'est des termes semblables. Toutefois, la notion d'entretien faisait plutôt penser à justement l'aspect d'opération, alors que c'est vraiment du déficit de maintien. Donc, qu'est-ce que c'est le déficit de maintien? C'est les investissements passés qui n'ont pas été faits sur des actifs qui ne sont plus en état. Donc, évidemment, on n'avait pas d'argent pour pouvoir investir, donc le déficit se cumule. Donc, cette ballonne-là qui est derrière nous, c'est un défi pour toutes les organisations de l'évaluer. Puis, parce que particulièrement pour une ville, alors qu'on a une multitude de familles d'actifs qui sont très différentes les unes de l'autre, puis les méthodes pour aller évaluer ce DMA-là, le déficit de maintien d'actifs, vont varier d'une famille à l'autre. On va y revenir tout à l'heure.
Ensuite, le maintien d'actifs réguliers, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est anticiper dans le futur les besoins de remplacement. Le classique, à votre maison, dans 8 ans, il faut que je remplace ma toiture, dans 15 ans, il faut que je remplace mes fenêtres. Donc, ces projections-là se font dans le futur et c'est être capable d'anticiper justement ces besoins financiers-là pour éventuellement avoir une enveloppe de maintien qui nous permette de supporter ces besoins-là dans le futur. Donc, la moyenne, la deuxième ligne pointillée, c'est la moyenne de maintien d'actifs. Donc, il y a eu des présentations qui ont été faites dans les dernières années, notamment de la famille Bâtiment pour être capable de justement faire demander des fonds en maintien d'actifs pour être capable de justement répondre aux besoins des futurs du maintien d'actifs. Ensuite, dans le fond, on arrive évidemment en cours de route, il va y avoir des ajouts, des rénovations fonctionnelles, principalement au niveau des bâtiments, qui vont s'ajouter au maintien. Donc, je veux remplacer ma toiture, mais finalement, je vais refaire la cuisine aussi parce que ma cuisine est 75, elle est encore fonctionnelle, la cuisine, mais elle n'est plus à la mode. Donc, il y a des ajouts qui se font. Donc, ça aussi, c'est des besoins qui sont des fois plus difficiles à anticiper, mais qui viennent toujours qu'à s'ajouter en étant des temps qu'à y être relatifs. Ensuite, on va ajouter des nouvelles constructions dans notre parc dans le futur. Donc, on ajoute une acquisition d'actifs. Donc, c'est en perpétuelle mouvance. Donc, à mesure qu'on ajoute des nouvelles constructions, bien, ça va ajouter du maintien d'actifs futurs, etc. Donc, ça reste quand même relativement, on va dire, difficile de pouvoir vivre avec ça de manière constante à travers le temps. Y a-t-il des questions sur le graphique ici? Oui, oui, c'est tout hypothétique, là, parce que dans le fond, ça s'applique pour chaque famille d'actifs, pour chaque année. Donc, c'est évidemment très, très hypothétique, mais ça donne un aperçu que finalement, d'une année à l'autre, il peut avoir des besoins très, très élevés, puis une année suivante, pas très élevés. Mais si on n'a pas la capacité d'anticiper justement qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, bien, dans le fond, on peut avoir des points d'investissement qui peuvent nous mettre dans le fond, qui vont nous porter des contraintes. Donc, tout ça, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'éventuellement, ben, nos coûts d'opération vont augmenter à mesure qu'on va avoir plus d'actifs à entretenir et conséquemment aussi notre moyenne de maintien d'actifs. Et lorsque vous parlez des familles d'actifs, c'est ça qui rend la chose plus complexe parce que, veux pas, supposons on prend un édifice à revenu, on dit, bon, ben, annuellement, on devrait investir 2 pour le maintenir. Mais en ayant différentes familles, c'est sûrement pas la même équation de dire ben, c'est 2 pour l'ensemble du parc immobilier hein, et aussi des autres équipements. Là. Exact. C'est intéressant que vous ameniez la règle du 2 qui est une règle du pouce qui est sortie dans les années 90, notamment dans le domaine du bâtiment au niveau fédéral américain où ils ont évalué l'ensemble des besoins. Ils sont arrivés avec cette fameuse règle du pouce. Toutefois, la règle du pouce, il faut la considérer comme étant si je construis un nouvel actif aujourd'hui, puis que je mets des fonds de 2 de côté pour le futur, ben dans 50 ans, c'est comme si j'avais 100 de la valeur de remplacement du bâtiment. Donc, ça me permettrait de justement avoir les fonds nécessaires pour ça. Toutefois, si je dis aujourd'hui, je mets 2 de côté, mais que je ne tiens pas compte du déficit de maintien d'actifs qui est accumulé au préalable, bien, clairement, je n'aurais pas assez de fonds. Donc, c'est pour ça que l'évaluation du déficit de maintien est essentielle. Puis, comme vous venez de le mentionner, les familles d'actifs, dans le fond, c'est notre plus grand défi dans une ville. On n'est pas justement des promoteurs immobiliers ou des responsables d'un parc immobilier. On a des routes, on a des équipements informatiques, on a justement des bâtiments, donc une multitude de gestion des eaux, de familles d'actifs qui ont chacun leur expertise. Puis, comme je le mentionnais, l'évaluation des besoins en investissement va être différente de un à l'autre. Donc, il faut vraiment travailler à développer ces méthodes-là avec chacune des familles. Donc, en maintien d'actifs, en gestion d'actifs, le cadre, le but, c'est d'exploiter la valeur de nos actifs en fonction de notre contexte. Donc, désolé ici, l'information est en anglais, sauf que c'est un poster qui est bien parlant là-dessus. Puis, dans le fond, dans notre ville, dans le contexte de ville, d'une municipalité, bien évidemment, toutes les familles d'actifs d'une ville, on essaie justement d'en tirer la valeur pour fournir justement un service aux citoyens. Donc, notre contexte, on est une relative grande ville, puis notre service aux citoyens, dans le fond, qu'on offre, c'est ça notre objectif. Donc, c'est quoi nos objectifs? Est-ce qu'on veut maintenir ce niveau de service-là ou le réduire ou l'augmenter? Donc, ultimement, le niveau de service qu'on offre à nos citoyens, c'est ça qui nous permet, qui va nous dicter à peu près, dans le fond, sur les réinvestissements qu'on va avoir à faire. Plus on veut avoir un niveau de service qui est élevé, si on décide de faire une collecte de déchets 4 fois par semaine, bien, ça va coûter plus cher que si c'est une fois 2 semaines.
Je ne sais pas si vous avez entendu, cette semaine, la semaine dernière, la Ville de Québec a augmenté son niveau de déneigement de 10 millions par année, donc pour déneiger justement les pistes cyclables, etc. Donc, cet ajout de niveau de service-là fait qu'on investit plus. Donc, si on décide de fournir un niveau de service avec une certaine infrastructure, mais qu'on a de la misère à la payer, il faudra peut-être ajuster le niveau de service pour pouvoir investir adéquatement dans ces familles-là. Donc, au niveau des familles, l'objectif est d'avoir un plan de gestion d'actifs, donc qui nous permet d'avoir l'information sur quels sont nos actifs, quels sont nos niveaux de service, quelles sont nos projections. Puis tout ça, ça prend de l'information comme en bas à droite, donc stratégie de gestion d'information. Donc, encore une fois, si on avait une seule famille, un seul contexte, ça serait relativement simple, mais dans notre cas, on en a plusieurs. Donc, la stratégie de gestion de l'information, comment on va consolider toute notre information pour avoir une visibilité adéquate sur l'état de nos actifs et nos investissements à faire, reste un défi important. Donc, le but, c'est d'avoir une meilleure prise de décision. Donc, souvent, ce qu'on veut, c'est réduire les coûts, mais si on réduit les coûts, l'équilibre coût-risque-performance est toujours en équilibre. Donc, si on réduit les coûts, ça va probablement faire augmenter les risques dans certains cas. Donc, évidemment, vous le savez, si on coupe dans les projets, bien, soit on n'aura pas la qualité en bout de ligne ou ça peut avoir des impacts justement sur le niveau final de performance. Donc, terminé pour la partie, les concepts un peu plus théoriques. Intervention, question, M. Deneau, je vous vois là. Dans la gestion d'actifs, Oui. Quand on parle de la vie utile, je ne sais pas si pour la ville de Sherbrooke, mais dans d'autres organismes là, aussi, il y a certains programmes de subvention qui font en sorte que tu dois garder le même équipement pendant 15 ans. Par exemple, à la Société de transport, on a des programmes de subvention sur des technologies de communication qui le gouvernement nous obligeait à garder ces technologies-là pendant 15 ans. On savait très bien qu'après 5 ans ou 10 ans, c'était désuet. À la ville de Sherbrooke, on a-tu ce genre de contraintes-là aussi en lien avec des programmes de subvention qui font en sorte qu'on est obligé de garder des équipements? Pas à ma connaissance. Non? OK. Un carcan de moins que d'autres? Il y a certains programmes, par exemple, qui étaient conditionnels à ce que l'infrastructure ne soit pas vendue ou des choses comme ça. Ça fait que ça revient à conserver. La station du centre-ville, entre autres. Exact. Oui, M. Guibonge. Merci, M. le Président. Cette année, non pas cette année. Oui, cette année, j'ai assisté au forum Globe pour les municipalités et l'éco-responsabilité. Et parmi les informations qui faisaient beaucoup sortir, mettons tous les différents défis qu'on va devoir relever par rapport au changement climatique, il y avait une nouvelle pensée qui disait que dans la gestion d'actifs, il faudrait aussi inclure une certaine prise en compte non seulement du terrain, mais du milieu, et que par exemple, dans certains cas, on va dire, l'exemple qu'il donnait, c'était comme la construction d'un château d'eau dans certaines places allait être beaucoup plus, pouvait être plus cher, mais beaucoup plus durable sur le temps, donc faciliter la gestion d'actifs que la construction d'un château d'eau à court terme, mais dans une petite vallée, mais qui allait subir beaucoup plus d'intempéries. Fait que je ne sais pas si dans la gestion d'actifs, on va prendre en compte aussi cette créativité-là qui est demandée, de dire que si la durée de vie d'un actif, que ce soit un autobus, que ce soit un château d'eau ou bien un bâtiment, est prise en compte et évaluée sur certains temps, ça peut varier avec le climat ou différents éléments externes et qu'il faut savoir jouer avec ces éléments-là pour essayer d'aller bonifier ça. Absolument. Dans le fond, l'objectif de la gestion d'actifs, c'est de faire ça de manière durable. Puis, ce que vous venez de mentionner, ça démontre l'importance d'avoir de l'information et d'être capable de se projeter dans le temps. Donc, si on veut savoir si nos infrastructures seront résilientes pour un contexte dans 25 ans, bien, il faut avoir l'information actuellement pour être capable de se projeter. Puis, comme vous prenez l'exemple du château d'eau, mais la complexité vient de tous les éléments sont en compétition un vers l'autre, que ce soit des arénas, les châteaux d'eau, les routes, les ci, les ça. C'est ça le plus grand défi de ultimement pouvoir comparer des pommes avec des pommes et prendre des décisions sur cette priorisation-là. Puis, dans le fond, la notion de durée de vie utile, on parle d'un actif, on prend un autobus, mais dans le fond, il faut la considérer comme étant une multitude de composants qui, à l'intérieur, a des durées de vie utiles différentes. Comme, encore une fois, le bâtiment, facile. Toiture, 25 ans, fenêtre, 20 ans, briques, maçonnerie, 50 ans. Donc, quelles interventions sont à faire sur les divers actifs en fonction de leurs composants
Donc, c'est cette information-là qu'on cherche à avoir pour la projeter dans le futur. Elle reste toujours avec une certaine incertitude, mais c'est des aides à la décision, finalement. Dis-moi, Oui. on parle de bâtiments avec une durée de vie, puis bien des fois, il y a des investissements qui sont faits pour les maintenir. Et quand on parle de nouvelles normes au point de vue du bâtiment ou l'accessibilité universelle, ça rentre dans la gestion d'actifs aussi, je présume? Absolument. Donc, vous parliez tantôt des exigences, donc l'accessibilité universelle, tout ce qui est règlement et loi va venir nous forcer à faire certains investissements. Si on dit qu'il faut que tous les bâtiments soient d'accessibilité universelle avant telle date, ben là, faut inventorier ces besoins-là, puis aller chercher. Donc, tout ce qui est réglementaire va imposer certains investissements. Ensuite, on va tenter de maintenir l'état pour conserver justement l'actif dans son état de fonctionnalité. Et ensuite, ça va être tous les aspects de bonification qu'on va faire. Donc, dans un contexte municipal, comme vous le savez, notre entrée d'argent, notre capacité justement à décaisser, on va souvent vouloir ajouter des actifs pour justement fournir des services additionnels, mais à chaque fois qu'on ajoute un nouvel actif sur le territoire ou dans le portefeuille d'actifs, il faut comprendre qu'on devra le maintenir dans le futur et investir. Donc, c'est pour ça aussi que dans le cycle de vie, disposer de certains actifs à certains moments peut être avantageux en prenant en compte en considérant finalement que cet actif-là ne fait plus partie des orientations pour l'organisation, puis on pourrait en disposer pour éviter d'avoir investi dans un actif qu'on n'aurait pas besoin. Oui. Oui, je me souviens, là, quand vous nous avez fait déjà la présentation en mai, là, vous disiez que ça, dans les actifs, il n'y a pas seulement les bâtiments, comme nos ressources humaines, c'est aussi un actif. Exact. Quand que vous venez de répondre, là, quand on rajoute un actif, c'est comme quelque chose de plus à investir puis à entretenir. Mais en même temps, il y a des actifs qui existent que c'est juste qu'on ne les prend pas en compte. Comme justement, je pense que les ressources humaines, des fois, c'est quelque chose on ne pense pas parce qu'on passe à des bâtiments. Mais tout ce qui est la nature, là, puis il y a comme des articles qui ont sorti Oui, récemment par dernièrement, rapport à ça, effectivement. là, les forêts, euh, peu importe, là, au niveau des actifs naturels. Là. Fait que ça, c'est comme quelque chose qu'en fait, ils sont là de toute façon, puis d'une certaine façon, on en prend soin, mais c'est juste qu'on ne les prend pas en compte dans notre analyse. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on veut intégrer dans notre... Ben, c'est un excellent point. Puis ici, dans le fond, la définition même d'un actif, c'est tout ce qui a une valeur pour une organisation. La problématique est que dans le cas des actifs naturels, il est très difficile de donner une valeur économique à ces actifs-là. Donc, on a des discussions à l'interne justement sur comment intégrer des actifs, mais puisqu'au niveau comptable, on ne peut pas leur associer de valeur, ça reste des fois difficile de déterminer justement quelle est la valeur de l'actif. Souvent, un actif, on va dire c'est quoi sa valeur de remplacement et quel investissement on doit faire dessus. Donc, les actifs naturels posent cette problématique-là. Puis il y a certaines organisations qui ont réussi à mettre des valeurs économiques ou justement les considérer au niveau comptable. Mais effectivement, tous les actifs qu'on considère comme ayant une valeur, puis le capital humain en fait partie. J'ai eu une présentation là, par Johanna Ekem là, qui a écrit, qui est sur les actifs naturels, puis elle disait que c'est ça pour mettre en chiffres les actifs naturels. Là, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait, ben, qu'est-ce que ça prendrait comme infrastructure pour faire la fonction, mettons que ce milieu humide l'a fait ou que cette rivière l'a fait. Mettons qu'il faudrait que toutes ces fonctions-là soient faites par quelque chose de mécanique. Là, Oui. là, c'est le même qui mettait comme. Puis souvent, c'est des millions et des millions. Là. Effectivement, c'est sûr que ça va certainement être beaucoup d'argent, mais c'est sûr qu'au début, on va se concentrer à évaluer justement toute la fonctionnalité et la capacité et la valeur de remplacement de tous nos actifs avant d'essayer peut-être de les transposer pour des actifs naturels. Par contre, c'est quand même intéressant là, justement de voir. Ça donnerait une valeur justement économique très, très élevée à plusieurs de nos actifs naturels. Puis là, effectivement, ensuite, là, la protection des milieux naturels, ben là, ça aurait une conséquence où on pourrait faire une interrelation avec ça. Mais c'est sûr que, dans le fond, comme je l'ai mentionné, la gestion d'actifs, c'est de l'amélioration continue. C'est pas un projet, il n'y a jamais de fin. Dans le fond, c'est toute une question d'améliorer. Plus on mature en gestion d'actifs, plus on a une capacité, comme je vous mentionnais, à avoir une meilleure information, considérer les nouveaux actifs et avoir une meilleure capacité à gérer ou à considérer l'entièreté de tous les actifs qu'on veut inclure dans notre périmètre de gestion d'actifs. Madame la mairesse aurait une question. Ben, je ne sais pas si c'était terminé pour... oui. Je comprends que vous avez préféré qu'on lève la main. J'ai tout fait, mais je pense que c'est plus difficile à gérer, effectivement, pour la présidence. OK.
J'écoute ce qui se dit. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je pense quand même qu'il y a, tu sais, il y a différentes définitions de ce qu'est un actif, de tout ça, mais je pense que ça va être important de se concentrer sur les actifs que nous-mêmes, on construit, là, tu sais, puis parce que sinon, on n'aura pas fini, là, tu sais. Je préférerais qu'on se concentre dans notre stratégie ville sur les actifs générés par la ville. Fait que c'est pour ça que j'ai accroché sur le fait que nos ressources humaines sont des actifs. Je voudrais pas non plus qu'on se mette à dire que tout est un actif parce que comme si les actifs, c'était la seule chose qui avait une valeur à nos yeux non plus. Moi, je n'accouche pas tous les employés de la ville de Sherbrooke. Je ne les construis pas. Donc, j'ai de la misère à comprendre pourquoi vous associez le concept de ressources humaines à des actifs, alors que avec tout ce qu'on a discuté plus tôt, un actif, finalement, c'est grosso modo une immobilisation qui a une durée de vie anticipée, qu'on doit générer corriger son déficit et ensuite faire des provisions pour l'amener jusqu'à la fin de sa durée de vie si on veut pouvoir le renouveler. Là, à moins que ce soit un actif qu'on ne veut pas renouveler à la fin de sa durée de vie. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça pourrait être, là, mais bon, ça pourrait peut-être arriver. Fait que je comprends pas comment une ressource humaine peut être considérée comme un actif dans la définition le concept depuis le début. Là. Conceptuel, tout simplement. Ça ne fait pas partie de notre périmètre de gestion d'actifs en tant que tel. OK. Ben, je trouve ça intéressant. Au sens où est-ce qu'un employé arrive, on va lui donner de la formation, puis il va avoir une fin de carrière. Il y a un cycle de vie par rapport à justement du capital humain, puis on doit maintenir le capital humain. Mais là, c'est différent. Vous êtes en train de dire que c'est du capital humain. OK. Du capital humain, c'est un concept en soi, mais je sais pas, là, ça fait étrange de dire c'est quoi, faudrait que êtes-vous en train de dire comme qu'il faut compenser le déficit de capital humain des employés, puis ensuite mettre de l'argent? On est en train de dire qu'il faut c'est juste concept. J'essaie de faire le... Mais ça c'est pas intégré dans notre... trop dans le concret, là. Oui, parce que dans le fond, c'était juste que j'avais mentionné ça lors de la formation, que dans le fond, il ne faut pas se limiter à ce que ça soit purement juste des infrastructures. Des actifs financiers, ce sont des actifs. Les actifs, justement, le capital humain, ça en est. Donc, c'est pas... C'est peut-être l'économiste en moi qui est comme, tu sais, mais je pense qu'on devrait se concentrer, en tout cas, je trouve ça super intéressant, toutes ces discussions-là. Je pense quand même qu'on devrait essayer de se concentrer sur les actifs immobilisables là, de la ville de Sherbrooke. On y est, justement. Parfait. Donc, justement, dans le fond, à mon arrivée à la ville, Guylaine, avec le SFV, avait déjà initié la démarche de gestion d'actifs. Puis, c'est pour ça que je suis arrivé à la ville, initialement, dans la division bâtiment. Puis, dans le fond, au départ, puis justement, c'est pour ça que je me suis joint à la ville. J'étais consultant en gestion d'actifs avant, puis le défi particulier de justement considérer un ensemble de familles d'actifs pour faire une démarche de gestion d'actifs. Historiquement, la gestion d'actifs vient beaucoup des services d'infrastructure urbaine, donc les réseaux linéaires, aqueducs, égouts et routes, etc. Mais de partir une démarche de gestion d'actifs pour l'ensemble de la ville puis toutes les familles, c'est un défi très intéressant. Puis justement, on a cheminé là-dessus. Donc, évidemment, au départ, on n'avait pas beaucoup d'informations, peu de familles. Donc, c'est de favoriser justement la connaissance en termes de gestion d'actifs, puis de favoriser justement le décloisonnement des services pour pouvoir collaborer tout le monde ensemble. Donc, on a fait un sous-comité. Il y a une politique qui a été rédigée et pas adoptée encore nécessairement. Des stratégies de gestion d'actifs, justement, on a déposé une demande de subvention à la FCM qu'on a eu cet été. On a initié des plans de gestion d'actifs qu'on appelle communément les PGA, donc pour chacune des familles. Je le mentionnais tout à l'heure. On fait l'inventaire de ce qu'on a, nos niveaux de service, nos besoins, l'état de nos infrastructures. Puis généralement, ça, c'est fait sous forme de rapport, le classique rapport de PDF, mais on a fait des versions dynamiques, donc plus en tableau bord pour qu'ils soient plus utilisés par les services. Ensuite, vous le savez tous, au niveau du PTI, donc le PTI fait partie justement de notre cycle de planification au niveau des projets. Puis, dans le fond, tout ce qui est la gestion de l'information, donc les outils que vous avez eu à utiliser au niveau du PTI, les tableaux de bord, donc pour faciliter la prise de décision. Aussi, bon, en lien avec le capital humain, mais pour supporter la gestion d'actifs, récemment, on a implanté une plateforme d'apprentissage qui s'appelle ShareDev. Donc, on a besoin que les ressources aient certaines compétences en gestion d'actifs ainsi que des compétences numériques. Donc, pour supporter ce développement-là de connaissances, on a implanté une plateforme d'apprentissage avec les TI. Puis, on a divers outils de collecte de données qui existent dans l'organisation pour optimiser divers processus.
Donc, au niveau de la reconnaissance du milieu, pardon, allez-y. Sur la page précédente, Oui. vous parliez de subvention du FCM, puis j'ai pu comprendre qu'on l'a obtenu. Oui, je vous reviens dans la prochaine, dans deux diapos. Donc, récemment, là, je suis venu vous voir en septembre, on a eu le prix d'excellence en gestion d'actifs de l'Association des ingénieurs du Québec. Donc, comme je vous dis, je pense que dans le fond, notre démarche a été basée sur développer une culture de gestion d'actifs. Puis, quand je mentionne la collaboration au cœur de la démarche, c'est qu'on est, dans le fond, pas juste un service, mais bien genre multiples services. Puis, c'est le fait de échanger entre les diverses familles d'actifs, puis de favoriser justement ce décloisonnement-là, je pense qu'il fait que notre démarche est assez unique, mais qui la rend aussi relativement complexe. Donc ça, c'était quand même intéressant d'avoir la reconnaissance du milieu là-dessus. Ensuite aussi, on a fait un dépôt au niveau des programmes de gestion d'actifs municipaux. Puis on a reçu ça là, au mois de juin, la confirmation. Là, on a fait déposer. Il y a eu je pense qu'il y a eu des délais au niveau de la. On a eu des délais pendant la pandémie avec la FCM, mais finalement, ils nous ont octroyé le financement de 50 000 par rapport à notre plan de travail et nos livrables de financement pour la FCM. En fait, c'est, je les présente ici rapidement. Donc, diagnostic sur les données pratiques de gestion d'actifs dans chacun des services. Donc, c'est évaluer le niveau de qualité actuel qu'on a en termes d'information dans les divers services, ainsi que les pratiques de gestion d'actifs. Donc, les pratiques d'entretien, l'évaluation du maintien, les inspections, l'état. Donc, puis on focus sur 4 familles principales. Donc, la famille des bâtiments, le réseau routier linéaire, la flotte de véhicules, les TI au niveau des infrastructures ainsi que des logiciels. Donc, pour ces 4 familles-là, on va créer des plans de gestion d'actifs qui vont nous permettre d'avoir l'information justement sur qu'est-ce que ces familles-là gèrent comme famille d'actifs et l'inventaire ainsi que les besoins. Au niveau de l'activité 2, ben, j'en ai parlé souvent depuis tantôt. Donc, il y a un aspect de gouvernance au niveau de la gestion de l'information. Donc, on travaille fort avec les TI justement pour être capable d'éventuellement avoir de l'information qui est similaire ou structurée de manière similaire en termes d'architecture dans notre écosystème technologique pour pouvoir justement faire une prise de décision qui soit pas nécessairement uniforme, mais qui puisse s'améliorer dans le temps avec de l'information qui est uniforme dans notre écosystème numérique. Donc ça, c'est quand même une partie très importante parce que dans le fond, si on a des familles d'actifs qui n'ont pas la même information ou pas la même structure d'information, ça va être très difficile de faire remonter l'information pour une meilleure prise de décision. Donc, ultimement, notre PTI va se rapprocher justement des réalités, justement des familles d'actifs dans leur plan. Donc, on va être mieux à même de prendre l'information qui vient des plans pour pouvoir s'informer sur c'est quoi les défis futurs ou les besoins en lien avec cette famille-là. Monsieur Deneau? Oui. Si vous permettez, M. Gannat, si vous voulez revenir à la diapo ou le premier livrable, activité 1, la gamme des familles qui ont été retenues pour le financement, la demande de subvention, en fait, c'est basé sur une réflexion qu'on a fait avec l'ensemble des services pour dire, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre de différent en termes de familles d'actifs qui va nous aider à réfléchir globalement au concept de gestion d'actifs. Parce que dans un bâtiment, c'est fixe, mais ça a des multiples composantes. Les rues, on est dans le linéaire avec une grande étendue. Au niveau de la flotte de véhicules, c'est quelque chose qui est entre les deux. C'est un utilisateur pour les autres familles d'actifs. Puis les TI, ben, ça peut être de la technologie embarquée. Fait que ça nous permettait vraiment d'avoir un horizon. Ça fait que c'est un échantillon de familles d'actifs vraiment différentes. Puis c'est à partir de ça qu'on va pouvoir réfléchir à c'est quoi les indicateurs de performance qu'on va faire sortir dans notre gestion d'actifs. Fait que c'est un peu pour ça que cette sélection-là a été prise, mais ça n'empêche pas qu'il y a des services qui font quand même de l'inventaire de gestion d'actifs, qui ont des connaissances sur les actifs, mais on voulait focusser sur un échantillon de familles d'actifs vraiment différentes pour avoir un cas quand même extrêmement complexe au niveau des données. Alors, c'est pour ça le projet, il a de l'air peut-être restreint, mais il est très, très compliqué et complexe à arriver à terme avec tout ça, là. Merci pour la précision, Mme Boutin. Madame la mairesse.
Je trouve ça intéressant, les choix qui ont été faits. J'aimerais ça quand même qu'on creuse un peu plus, que vous nous expliquiez, tu sais, pourquoi vous avez pris certaines familles, d'autres familles que vous avez décidé de ne pas inclure à ce moment-ci. Peut-être que ça va venir plus tard, là, Absolument. mais je pense notamment à tous les actifs d'Hydro-Sherbrooke qui, si je me rappelle bien, avaient été identifiés par l'ancienne vérificatrice générale comme des actifs où on manquait de connaissances, justement. Donc, est-ce que c'est parce qu'on veut est-ce que c'est parce que c'est tellement gros qu'on veut le faire séparément, qu'on veut le faire dans un deuxième temps, qu'on veut commencer par là où nos. Pouvez-vous nous expliquer là, plus en profondeur votre raisonnement pour choisir ces familles d'actifs-là? Ben, vous l'avez, c'est un très bon point. Donc, Hydro est déjà dans notre démarche de gestion d'actifs. On n'est juste pas parti ici sur l'aspect de les livrables pour le financement de la FCM, parce que notamment, effectivement, c'est quand même gros. Puis juste chez Hydro, il y a une multitude de familles d'actifs. Juste chez Hydro, ce qu'on parle de centrales, de réseaux linéaires. Donc, c'était définitivement. Ouais, Comme Hydro, c'est comme à l'intérieur d'Hydro, il y a plein de familles. exactement. Donc, c'est quand même quelque chose d'ampleur. Versus ici, pour chacune de ces familles-là, c'est une division spécifique à l'intérieur de la ville, donc qui nous permet de travailler avec diverses équipes qui ont une capacité, justement. Puis ça, définitivement, les résultats vont nous aider à transposer ces connaissances-là vers les familles d'Hydro-Sherbrooke. Puis on va arriver justement, notamment avec la structure d'information pour qu'on va arriver plus près, finalement, pour adresser quelque chose d'aussi gros que Hydro-Sherbrooke. Gestion d'actifs, quand on parle de gestion, est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'on a besoin de autant d'actifs? Prenez par exemple la flotte de véhicules. Des fois, on se demande, y a-t-il un véhicule par employé? Est-ce qu'il y a un questionnement en même temps qui est adressé? Absolument. Donc, ça fait partie de l'analyse de la demande, qui est quelque chose d'essentiel. Donc, la flotte de véhicules actuelle, elle sert à quoi? Donc, on a une flotte pour le déneigement, on a des camions nacelles. Est-ce que, en fonction de notre niveau de service, on est capable d'assurer de fournir ce niveau de service-là avec la flotte qu'on a actuellement? Puis là, ça nous permet ensuite de faire des projections sur c'est quoi le taux de renouvellement qu'on va avoir de la flotte pour s'assurer qu'on maintient notre niveau de service. Donc, si jamais qu'on avait des véhicules en trop, ben finalement, ça veut dire que on a trop d'actifs pour le niveau de service qu'on a. Mais généralement, c'est plutôt l'inverse. Donc, on essaye de maintenir un niveau de service relativement élevé, puis on se bat pour avoir des actifs qui performent juste assez. On essaie de trouver le point d'équilibre en se disant, est-ce qu'un actif qui nécessite trop d'entretien vient qu'à être problématique? Devrait-on le remplacer? Dans le cas des véhicules, une flotte de véhicules, ça se passe assez bien. Mais comme Guylaine l'a mentionné tantôt, les actifs mobiles versus les actifs fixes, ça se gère différemment en termes de portefeuille. Puis ça amène justement une réflexion intéressante là-dessus sur la prise de décision. Oui, Mme la mairesse. Encore une question. Je regarde les bâtiments, le réseau routier linéaire. Là, donc, juste pour être sûr, réseau routier linéaire, on parle que de la chaussée ou on va s'attaquer aussi au réseau linéaire des aqueducs égouts? Puis quand on parle des bâtiments, est-ce qu'on inclut les stations d'épuration, stations de traitement des eaux? Est-ce qu'on inclut le garage municipal? Est-ce que. Donc, le garage municipal est inclus, mais pas au niveau gestion des eaux, parce que c'est la famille de, justement, la division gestion des eaux du SIU qui gère ces bâtiments. Donc, on va, dans un deuxième temps, quand on va arriver à la gestion des eaux, donc ça sera adressé. Mais, puis, OK, donc on exclut la gestion des eaux. en fait, c'est qu'on y va, oui, là, actuellement, là, c'est vraiment juste le réseau routier linéaire. Parfait. Ben, peut-être juste l'indiquer là, que ce sera dans un autre temps. Ben, je sais, OK. à moins que vous l'ayez déjà et puis que ça m'échappe. Non, effectivement. Encore une fois, là, ici, la diapo, c'est les livrables de la SM. Comme je vous dis, c'est parce que là, on y va par bloc, mais Oui, c'est ça. la juste pour que les démarche va se poursuivre par la suite sur toutes les familles d'actifs. En fait, je suis juste en train. Je pense que on a toute une gestion d'attente là, du côté des élus et de la population par rapport à cette démarche-là. Donc, il faut juste être sûr de qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui ne l'est pas. Au niveau des bâtiments, notamment, ça veut dire que. Fait que là, vous avez dit que le garage municipal serait inclus, mettons. Mais le garage municipal, il y a le bâtiment,
Mais sur le terrain du garage municipal, il y a des actifs aussi, là, que ce soit les stationnements, je sais pas trop, les endroits où on stocke de l'entreposage, etc. Des fois, il n'y aura pas de bâtiment, des fois, là, pour l'entreposage. Donc, je me demande, est-ce qu'on aurait le droit, là, selon les livrables par rapport à la FCM, est-ce qu'on pourrait parler d'immobilier ou bien il faut vraiment parler du bâtiment? Je pose la question aussi parce que dans nos parcs, par exemple, les piscines, pour moi, une piscine, à moins que vous me disiez qu'une piscine, c'est un bâtiment, là, il y a généralement un bâtiment, mais la piscine n'est pas un bâtiment. Les terrains de tennis, terrains de soccer. C'est les actifs de loisirs dans les parcs. Donc, ils ne sont pas ici. Là. On est vraiment plus dans les bâtiments, justement, qui sont gérés par la famille bâtiment. Ici, OK. fait qu'on est vraiment surtout par famille au niveau des divisions dans les services. Fait que là, la division parc. Puis, ce que vous amenez, c'est là que ça va nous amener en termes de gestion d'actifs sur la notion de responsabilité puis le partage au niveau des, justement, des niveaux de service. C'est une aréna, l'exemple, est un actif de type bâtiment, mais qui offre un service on va dire, de loisirs. Donc, un partage, justement, de responsabilité ou de vision par rapport à où est-ce qu'on s'en va dans nos orientations loisirs versus notre parc d'actifs qui supporte ces activités-là. C'est ça qui est particulièrement intéressant, mais quand même assez complexe parce que justement, c'est ta responsabilité croisée entre divers services puis sur nos orientations aussi qu'on va avoir comme organisation. Parce que c'est ça, j'ai quand même l'impression que les bâtiments, il y en a plein dans les parcs, là. Fait que là, on ne parlera pas des parcs, on ne parlera pas des infrastructures sportives, mais on va parler du bâtiment. Ça ne va pas nous donner un peu un portrait, je ne sais pas, j'ai toujours trouvé que les parcs à la ville, c'était un peu un enjeu parce que justement, si tu as quelque chose qui a rapport au bâtiment, il faut que tu t'adresses à une équipe. Si tu as quelque chose qui a rapport au terrain de tennis, c'est une autre équipe. Si tu as quelque chose qui a rapport aux arbres, c'est une autre équipe. En tout cas, je vois là un certain enjeu. Je pense que j'aurais préféré qu'on y aille en immobilier plutôt qu'en bâtiment. Mais si vous dites que c'est pas possible dans le cadre de cette stratégie-là, puis ça va venir dans un deuxième temps. C'est eux qui nous disent comme non, c'est pas possible ou c'est un choix? Non, c'est un choix. Dans le fond, de part, encore une fois, la notion de complexité, tantôt j'ai mentionné sur le prix de gestion d'actifs qu'on a gagné, c'est là qu'on veut s'en aller. La collaboration, c'est ce qui est difficile. Interservice, interdivision, puis de faire cheminer tout le monde en même temps. Donc, en y allant famille par famille, division par division, on peut construire de quoi de manière. Le but, c'est que ce ne soit pas en silo, évidemment, mais de construire quelque chose qui soit géré par une entité qui est la même. Puis après ça, justement, faire des petits. Puis ultimement, qu'on soit capable, dans notre stratégie, de croiser un peu tout ce monde-là. Puis à mesure que l'information sera disponible pour tout le monde, ben là, on pourra se poser des questions plus complexes sur faire interrelier les interdépendances entre les diverses classes d'actifs, puis les regrouper, comme vous mentionnez, au niveau des actifs de loisirs. Super. Fait que j'imagine que ce sera notre job de vigilance de s'assurer que autant bâtiment que technologie de l'information, ce ne soit pas la responsabilité d'une équipe à la ville, mais que tout le monde soit mis à profit, puis qu'on s'assure d'éviter les silos. Là. Exact. Merci. Madame la mairesse, je présume que vous allez nous présenter un calendrier, puis aussi les familles qui sont priorisées. Puis là, qu'est-ce qui est contenu dans ces familles-là éventuellement? Là? Oui, absolument. Donc, il y a déjà un plan de travail plus détaillé qui existe derrière, mais ici, on est dans un cadre de présentation. Mais il y a déjà des activités qui ont été initiées dans ça. Donc, évidemment, on a des livrables, mais on ne part pas de zéro. Là. Il y a des choses qui sont déjà en branle. Puis, comme je le mentionnais, les aspects qui sont ici vont se poursuivre dans le futur. Puis, à mesure qu'on va cheminer, ben, il y a peut-être des repriorisations qui vont être faites pour dire, ah ben là, on a découvert tel élément dans tel contexte de telle famille. Voici comment on veut poursuivre ensemble par la suite pour justement avoir ultimement des stratégies qui sont les plus appropriées en fonction de nos orientations villes. J'ai encore une question. C'est quoi un bâtiment exactement? Parce que, mettons, un préau dans un parc, c'est pas un préau, M. Geng, un kiosque dans un parc, une gloriette, c'est-tu un bâtiment, ça? Dans le fond, là, actuellement, les bâtiments étaient ceux qui étaient dans sous-gestion de l'équipe bâtiment. Puis oui, les gloriettes, les préaux en faisaient partie. Je pense qu'il y a 280-300 bâtiments à peu près qui sont sous gestion dans l'équipe de bâtiment. Toutefois, ceux-ci n'ont pas tout le temps été inspectés. Ceux qui ont fait partie d'une inspection, qui ont reçu des inspections, mettons, détaillées, sont les bâtiments principaux. Fait que notre définition à nous, c'est les actifs qui sont sous la gestion de l'équipe bâtiment. Oui. C'est ça que je comprends. C'est pour ça que tantôt, je vous mentionnais que pour l'instant, les stations d'épuration, c'est sous l'équipe de gestion des eaux. Ça va venir avec l'équipe de gestion des eaux. Je comprends. Merci.
Donc, je reviens rapidement, là, je pense que je l'ai passé, mais la stratégie de gouvernance puis la gestion des données est intimement liée avec tout ce qu'on va faire en gestion d'actifs parce que finalement, on génère énormément d'informations puis on a besoin de cette information-là pour prendre des décisions. Donc, en 2023-25, notre focus, là, donc, suite à l'aspect de justement poursuivre nos démarches en fonction de nos livrables à FCM, on a quand même des objectifs principaux. Donc, améliorer la précision du DMA, du déficit de maintien d'actifs pour les principales familles d'actifs. Donc, le déficit de maintien, il y a des exercices qui sont déjà en cours, mais ça reste un défi important d'aller l'évaluer. Je vais y revenir par la suite. Ensuite, en deuxième, améliorer la gestion de l'information pour les activités en gestion d'actifs. Donc, poursuivre là-dessus aussi pour favoriser justement une meilleure gestion d'information dans les divers services. Travailler avec les services pour avoir une meilleure capacité d'anticipation des besoins en maintien actif. Vous vous rappelez le graphique du début, les projections à long terme. Donc, amener le plus possible les services, les familles à connaître de plus en plus leurs besoins. Donc, futur. Vous en avez eu lors de la présentation de mon collègue Jean-François au mois de septembre. Il y a tout un aspect là, important au niveau du portefeuille de projet. Donc, évidemment, tous les projets qu'on fait sur les actifs, on a maintenant un conseiller responsable en gestion de projet, mais on travaille de très, très proche parce qu'évidemment, la gestion de projet dans la gestion d'actifs est très importante. Et puis, poursuivre aussi sur le développement de la culture du cycle de vie des projets et des actifs, donc en intégrant les rôles et responsabilités de plus en plus. Avec les services, on travaille à leur faire prendre conscience de qui est responsable de l'actif, qui est responsable du projet, pour justement s'assurer qu'on n'a pas des choses qui tombent entre deux chaises. Des fois, il y a des projets qui peuvent être faits, puis que dans le fond, le responsable de l'actif ne serait pas au courant. Donc, la notion de responsabilité d'actif et de responsable de famille d'actifs, c'est des choses qu'on est en train de travailler puis qui se développent dans les divers services, puis un changement de culture qui s'en vient avec ça. Donc, l'amélioration de la précision sur le déficit de maintien d'actifs. Donc, les questions de base, c'est quels sont nos actifs, de quels actifs sommes-nous responsables, quelle est la valeur de remplacement, quel est le déficit de maintien accumulé, quels sont les besoins annuels en maintien d'actifs. Donc, ça, c'est vraiment, là, depuis les années 90, c'est les 5-6 questions principales. Donc, combien on est en retard? Bien, dans le fond, il y a différentes méthodes pour évaluer le déficit de maintien d'actifs. Donc, le plus souvent, on y va par approximation parce que c'est souvent parce qu'on manque d'informations. Donc, c'est une méthode de base, mais relativement peu fiable parce que c'est vraiment juste une approximation. Ensuite, on estime, donc c'est la manière la plus couramment utilisée. Donc, mais souvent, ça se fait par inspection, mais c'est relativement long et coûteux, faire inspecter les infrastructures. Donc, le but, c'est d'éventuellement intégrer les inspections le plus possible dans les activités quotidiennes et pas d'en faire nécessairement une activité très séparée. Donc, au niveau des bâtiments, c'est ce qu'on a fait en 2016 et en 2018. On a fait une tournée d'inspection pour évaluer justement quel était le déficit de maintien actif. Oui, M. Merci, Monsieur le Président. Mettons qu'on prend un exemple plus concret proche de nous, le stationnement Webster. L'année passée, dans le budget, ce qui nous avait été demandé, c'était comme environ 500 000 par année pour qu'ils tiennent jusqu'en 2025, 2024-2025. Mais là, cette année, il y a eu comme l'inspection qui a comme créé toute la situation dans laquelle on est. Qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment là? Parce que d'après ce que j'ai compris, il y avait une inspection visuelle chaque année, puis 1 ou 2 ans à peu près pour voir un peu si les structures étaient bonnes. Mais là, quand le message est arrivé, c'était quasiment comme si c'était un réveil de dernière minute et que ce genre d'inspection-là qui aurait pu prévoir qu'il y avait comme des dangers solides, là, a été faite, puis c'est comme si on découvrait que finalement le stationnement devenait un danger pour la sécurité. Est-ce que dans les pratiques, quand on sait qu'on est une ville depuis à peu près, on va dire 200 ans, là, fait qu'on a fêté le bicentenaire en 2002, et que c'est pas la première fois qu'on a ce genre de problème d'actifs et tout ça, je comprends qu'aucune administration avant n'avait pensé qu'il faudrait comme peut-être quand c'est des gros actifs comme ça, faire plus, mettre une procédure pour vérifier c'est quoi le temps exact de... Il n'y a jamais de temps exact, mais justement, un grand éveil qu'il y a eu sur la gestion d'actifs, c'est le début des années 2000, quand le pont de la Concorde à Laval est tombé. Donc, il y a le même genre de choses. Puis, la problématique liée aux infrastructures de béton comme ça, c'est qu'il y a les éléments structuraux, mettons l'armature pour y aller technique, est invisible.
Donc, on fait des inspections, du carottage. Donc, c'est toujours une approximation. Puis malheureusement, souvent dans le cas des infrastructures de béton comme ça, quand on constate des fois de la corrosion importante, il est déjà un peu tard dans le processus. Il y a d'autres types d'actifs qu'on peut visuellement voir. Donc, encore une fois, je vais prendre l'exemple de la toiture. On la voit si elle commence à être maganée, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à aller inspecter ou observer. Toutefois, il y a eu des modifications à la loi qui a été faite, notamment les ascenseurs, les tours d'eau, certaines infrastructures, les infrastructures de béton. Donc, la société évolue justement à mesure qu'on a à gérer les risques liés à nos actifs comme ça. OK, merci. Monsieur Jean va vouloir parler d'un des actifs dans son quartier, j'en suis convaincu. Mont-Bellevue? Le Mont-Bellevue? Non. Non? Pas nécessairement. Merci quand même, M. le Président. Ben oui, le béton, ça a ses qualités, mais ça cache des secrets, là, surtout quand il y a de la ferraille à l'intérieur. Exact. On regarde des émissions, puis on a souvent des surprises. Moi, je voulais revenir un petit peu. On avait fait une étude sur les bâtiments, hein, l'actif. Si je me souviens bien, à ce moment-là, peut-être en 2019, Mme Lapierre, on avait un déficit de 88 millions juste en bâtiment. Ça, vous faites référence au rapport du vérificateur général, je crois. OK. Le 88 millions, il vient de là. OK. Puis c'était le montant qu'on devrait investir annuellement en maintien d'actifs sans tenir compte du déficit de maintien d'actifs, seulement pour maintenir ce qu'il y avait dans le rapport. Juste pour qu'on se rappelle là, la hauteur que ça représente, là. Et puis à ce moment-là, on se posait la question, est-ce qu'on a trop de bâtiments? Est-ce qu'on a. C'est des questions qu'on va devoir se poser parce que c'est lourd à porter tout ça, là. Je voulais juste revenir là-dessus, merci. Bien, je pense que votre question est très bonne. Là, en lien avec, on a des plans directeurs, entre autres au point de vue équipement sportif. Puis aussi, on a des projets qu'on a mis en place sur le territoire de Sherbrooke, entre autres avec Axar. On en a un avec le groupe Thibault. Puis dire, bien, on est-tu mieux d'être propriétaire, de ne pas d'avoir à assumer l'ensemble, si on prend comme versus le groupe Thibault, où on s'engage seulement à louer des périodes de glace, mais au point de vue facture, il n'y en a aucune qui suit en lien avec le maintien ou le changement d'équipement. Ça va faire sûrement partie de la réflexion. Effectivement, toutes ces considérations-là, éventuellement, doivent être considérées. Comme je retourne sur l'analyse de la demande. Quels sont les services qu'on veut offrir? Quels actifs avons-nous pour offrir ces services-là? Puis est-ce qu'on a des actifs en trop ou est-ce qu'on a des actifs qu'on ne peut pas se permettre d'avoir en fonction justement de la capacité de payer des citoyens aussi? Bien, quand vous dites quel service qu'on veut offrir, puis comment qu'on veut l'offrir. Exact. Il peut y avoir une flexibilité ou une agilité qu'on peut développer aussi. Effectivement, mais il y a des actifs qui sont très peu, on va dire, flexibles. Mettons, on ne peut pas convertir un aréna en d'autres choses comme type de bâtiment. Ça va toujours rester un actif à vocation loisir avec justement d'importantes considérations en maintien d'actifs pour maintenir un actif de type aréna dans le futur. Donc, je me ramène sur l'évaluation du déficit de maintien d'actifs. Dans le fond, l'estimation, comme je le mentionnais, à travers les inspections, c'est fait c'est la méthode qui est la plus utilisée. Toutefois, comme je le mentionne, c'est long et coûteux, donc c'est difficile d'avoir des résultats rapides. Donc, actuellement, avec le SIU, les infrastructures urbaines ont déjà utilisé un logiciel de simulation très puissant qui est utilisé aussi par d'autres grandes organisations qui gèrent des actifs au Québec, importants même dans le monde. C'est un logiciel québécois qui, dans le fond, qui nous permet de faire des simulations pour faire évaluer justement de quelle ampleur on pourrait avoir notre déficit de maintien d'actifs en fonction justement de diverses considérations et d'une foule de critères. Donc, c'est une orientation. On n'a toujours pas acquis ce logiciel-là, mais on tente de se diriger vers ces approches-là pour justement avoir une meilleure capacité à simuler notre déficit de maintien d'actifs dans plusieurs familles et de réitérer et de faire des simulations pour avoir des résultats qui sont plus rapides, qui vont nous permettre d'avoir une meilleure évaluation.
Donc, l'évaluation actuelle dans nos services, justement, au SIU, ils ont fait un rapport sur le déficit de maintien d'actifs. Donc, les simulations avancées, comme je le mentionnais, avec des arbres décisionnels stochastiques, donc qui permettent d'avoir une certaine incertitude. Au niveau bâtiment, on a fait des inspections en 2016-2008. Ici, le 9-10 millions en 2018, c'était vraiment ce qui avait été sorti des inspections pour les bâtiments qui ont été inspectés seulement. En TI, dans le fond, l'inventaire vient tout juste d'être terminé au niveau de l'inventaire des logiciels. Donc, c'est une nouvelle approche aussi. Il n'y a pas beaucoup d'expérience dans l'industrie sur comment évaluer un déficit de maintien actif au niveau des logiciels. Mais c'est important justement à savoir quels sont les services qu'on offre et quelle est notre capacité à les supporter. Donc, il va y avoir un exercice potentiellement de rationalisation. Puis au niveau d'Hydro-Sherbrooke aussi, l'exercice d'inventaire est en cours, mais éventuellement, on pourra justement tenter de l'intégrer dans l'outil de simulation. M. Guénette, il y a Oui. une question de M. Jean. Allez-y, M. Jean. Sans être scientifique, on sait qu'au niveau des TI, on était désuet. Là. Puis là, on vient d'investir quand même beaucoup d'argent pour remédier à la situation. Donc, j'imagine que dans l'inventaire qui vient tout juste d'être terminé, ça va être pris en compte. Le fait qu'on renouvelle plusieurs systèmes. Exact. Dans le fond, jusqu'à tout récemment, l'exercice d'inventaire de logiciels n'avait pas été fait à la ville. Donc, il est fait maintenant, puis il permet de prendre conscience de tous les actifs logiciels qu'on a, puis de tenter de déterminer est-ce qu'on a de la duplicité, est-ce qu'il y a des choses qui, justement, sont sous-utilisées puis qu'on pourrait se débarrasser, est-ce qu'il y a divers outils qui pourraient faire la même chose, finalement, puis qu'on en conserve seulement qu'un. Donc, c'est vraiment une prise de conscience qui est en train de se faire actuellement au niveau des TI. Et aussi, conséquemment, de savoir, comme vous voulez le mentionner, on vient d'investir, mais ça va nécessiter justement des fonds pour les maintenir parce que ces logiciels-là, les mises à jour, le maintien, le support. Donc maintenant aussi, assumer que ce n'est pas seulement un coût d'acquisition, mais qu'il y a aussi des impacts au niveau opérationnel et maintien dans le temps. Donc, c'est ce que je mentionnais tantôt sur l'aspect de la culture du cycle de vie. C'est quand on part un projet puis on est responsable d'un actif, ce n'est pas seulement le coût d'acquisition ou le coût de projet, mais bien de considérer les coûts futurs dans le temps pour que tout le monde soit justement avoir une notion de coût du cycle de vie. Donc, ça aussi, c'est des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes. Puis généralement, les professionnels de la plupart des industries ne sont pas habitués à travailler comme ça, peut-être plus les économistes ou justement les comptables un peu. Puis justement, on travaille de pair avec le service des finances, avec l'équipe de Nathalie pour justement tenter de développer les outils puis amener cette mentalité-là le plus possible. Vous permettez, Monsieur Deneau, en complément, votre question est vraiment bonne, Monsieur Jean, parce que c'est une des exemples, la famille d'actifs des TI, où on va avoir le plus de dispositions à faire d'actifs pour réorienter une stratégie plus globale qui va nous permettre d'arriver avec un parc qu'on est capable de maintenir, mais aussi que les systèmes se parlent entre eux pour nous permettre de faire une meilleure gestion d'actifs. Parce que là, présentement, quand on essaie d'avoir une vision globale à la direction générale puis au niveau des élus, mais c'est difficile parce que l'information est compartimentée partout. Fait qu'en ayant moins de logiciels, bien, ça fait en sorte qu'on se regroupe vers un tronc commun. On est capable de faire sortir des indicateurs de performance, avoir une meilleure information que si vraiment on est étalé partout. Là. Fait que la disposition d'actifs TI, de logiciels, là, va être super importante dans notre stratégie, puis c'est pour ça que c'était priorisé. M. Guénette, il a mis énormément de temps depuis le début de 2022 là-dessus pour accompagner les TI vers une stratégie vraiment plus globale pour que tous les systèmes interagissent entre eux. Parce que allez-y, excusez. Ben, on l'a vu d'ailleurs dans l'étude de budget. Là. On voyait que les TI commençaient à mettre leur empreinte dans tous les services, là, et tant mieux. Il y avait M. Kibonge après aussi. Oui, c'était juste un petit commentaire pour dire que les TI offrent quand même la possibilité d'avoir accès à des données, par exemple, quand on parle de tout ce qui est obsolescence programmée, combien de temps certains logiciels font pour être comme mis à jour, parce que ça fait partie du marché des TI, en fait, là. Puis je me dis que ça ferait comme des données intéressantes à intégrer, en sachant que si un ordinateur est fait pour durer, on parle d'une
durée de 3 à 4 ans maximum, certains cellulaires et tout ça, parce que ça fait partie de toute la stratégie économique autour de tout ce qui va être marché des nouvelles technologies et informatique et tout. Même chose pour les différentes versions de logiciels. Donc, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce que le marché fonctionne pour que nous, on s'adapte en sachant que si on achète plusieurs ordinateurs et que on va les utiliser pour les 3 à 4 prochaines années, là, on est une période là où le renouvellement doit se faire, soit en partie, soit en batch, ou même s'inspirer de certaines institutions comme l'Assemblée nationale, qui ont souvent cette situation-là, mais multipliée par le nombre d'employés qu'ils ont à la grandeur du Québec, là, dans les 125 bureaux de circonscription. Donc, voir comment est-ce qu'ils gèrent ces actifs-là, puis voir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut éviter ou s'inspirer de ça. Guylaine veut répondre, je pense. Oui, en fait, au-delà de fixer notre période de renouvellement, c'est de le financer aussi. Fait que, on peut dire demain matin, on remplace tous les ordinateurs à tous les 3 ans, mais il faut que le financement vienne avec. Fait que c'est ce besoin-là en maintien d'actifs, il est en compétition avec les routes, avec les parcs, avec tout le reste. Fait que c'est ça l'enjeu du maintien d'actifs, c'est d'avoir une vision globale, puis de dire, ben, on ne sera pas parfait, on n'atteindra pas 100% de notre taux de renouvellement dans cette famille-là, mais on va avancer dans un autre pour cette année. Tu sais, oui, il faut quand même balancer les besoins. Parce qu'une famille, en tant que telle, si vous nous dites qu'on a des moyens limités, ben, on va tout être capable d'avoir des actifs impeccables aussi, là. Fait que les TI sont en compétition avec les autres familles aussi, là. Fait qu'il faut le savoir, là. Puis à mesure que l'organisation mature dans sa gestion d'actifs, sa compréhension, ben, on sera toujours de mieux à même de faire comprendre les conséquences d'un choix. Comme dire, finalement, on ne peut pas, on va renouveler la flotte d'ordinateurs aux 5 ans, ben, quelle est la conséquence justement de ça? Ou sinon, on décide de mettre l'argent à telle place, ben, quelle est la conséquence sur les autres? Là, actuellement, c'est, mettons, Guylaine qui connaît les services, on va le demander, mais c'est pas l'information directe, c'est vraiment le savoir des gens. Donc, on essaie d'amener que ça soit plus juste le savoir qui est essentiel, mais que l'information soit uniforme pour qu'on soit capable de justement essayer quelles sont les bases communicantes. Homéostasie, c'est ça. Là. Mais non, mais je comprends justement que, en fait, regarde, avec le budget, on voit que tous les services sont en compétition. Là, je veux dire, tous les services, tous les programmes et toutes les DANI, tout est important. Sauf que c'est vrai que quand on voit un ensemble global, puis essayer de maintenir une homéostasie du service et de faire en sorte que le service continue, même si on n'a pas la dernière technologie, c'est aussi un besoin que je saisis. Là. Exact. Puis, on commence par évaluer l'état, puis ensuite vient, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les niveaux de service. Donc, si on connaît bien comment ça va, dans le fond, en fonction du niveau de service X, puis l'investissement qu'on fait, est-ce qu'on est à un point d'équilibre, ça va bien, puis on perdure comme ça, puis ça va se maintenir. Mais sinon, quand on est plein de compétition, puis on a des manques, bien là, ça sera de voir si on a à travailler sur les niveaux de service éventuellement. C'est bon? Oui, bien justement, par rapport à la compétition entre les familles d'actifs, là, je pense que ça doit être aussi en lien avec la politique de gestion de risque là, qui va venir. Tu sais, ça doit, j'imagine s'il y a comme un arrimage à faire parce qu'on va se dire, ben, il y a des familles qui ont plus de risques à pas l'entretenir par rapport à d'autres. Fait que j'imagine que ça va comme se mettre ensemble. Puis, je me demandais aussi par rapport à la priorisation de tout ça, est-ce que vous allez nous le présenter? Est-ce que les élus, on va pouvoir se prononcer aussi par rapport à cette priorisation-là? Puis, tu sais, c'était dans la liste des questions là, que vous aviez mis. Que doit-on prioriser? Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que vous allez venir nous présenter? Comment vous allez le prioriser? Puis, est-ce que nous, on va pouvoir. Mais que doit-on prioriser? Ultimement, c'est les investissements, là, dans le fond, à ce niveau-là. Donc, mettons au PTI, ben, je veux dire, il y a vous choisissez, ou en tout cas, il y a une sélection qui est faite. On va faire des recommandations sur des priorisations, effectivement, sur des conséquences potentielles. Mais dans le fond, les investissements, généralement, quand ils sont priorisés, c'est au niveau des services eux-mêmes, quand ils décident de qu'est-ce qui devrait être fait. Donc, que ce soit au niveau du composant ou au niveau de la famille, plus au niveau famille, plus ça va être la mécanique qui va être proche de justement des élus de la haute direction, puis plus on se rapproche du technique, plus cette priorisation-là est faite par les services. Mais ultimement, la priorisation, c'est en lien avec une certaine gestion de risque, effectivement. OK, fait que vous n'allez pas faire, mettons, OK, on a notre inventaire d'actifs, puis là, OK, ceux-là, mettons, il faut les prioriser, puis ça va plus être avec le processus de PTI.
Le PTI, c'est au niveau des projets. Là, je ne veux pas nécessairement tomber dans le technique, mais c'est la notion de criticité. Chacun de sa famille d'actifs va connaître c'est quoi les actifs qui sont les plus critiques pour un aspect de justement poursuite, le maintien du service. OK. Donc, puis dans le fond, d'une famille à l'autre, ben là, c'est là que ça devient difficile de justement, comme on dit, sont toutes en compétition les unes pour les autres. Puis les investissements, ben, la mécanique de priorisation. Là, pour l'instant, on n'a pas de mécanique de priorisation pour les investissements au niveau d'une famille, une par rapport à l'autre. OK. Puis est-ce que vous avez, je l'ai peut-être loupé, là, mais est-ce que vous aviez expliqué c'était quoi l'arbre décisionnel stochastique? J'ai mentionné rapidement, dans le fond, stochastique, c'est que ça crée des simulations, donc il y a des incertitudes. Donc, ça va être c'est des probabilités. Donc, c'est des arbres décisionnels qui vont dire s'il arrive telle chose, une fois sur 10, amène-moi à telle place. Donc, ça permet de simuler, d'avoir des résultats qui tiennent compte d'une certaine incertitude puis d'une gestion de risque, si on peut dire. Donc, c'est des outils avancés de simulation. Donc, Hydro-Québec utilise ça justement pour investir dans ses actifs. Donc, c'est des méthodes qu'on essaie de se baser sur les plus avancées. Monsieur le Président, je vais faire du pouce sur les propos de ma collègue, le Tarc-Lavoie. Je pense que ce serait bon qu'on se dote vous avez appelé ça une mécanique de priorisation. Je pense que ce serait important qu'on le fasse tout le monde ensemble parce que j'ai un peu l'impression des fois qu'à la ville, c'est quelque chose est brisé, il faut le réparer ou il faut le remplacer. Puis, je pense qu'il faut être plus opportuniste, là. Tu sais, quand quelque chose, tu sais, c'est comme ton char quand. Il y a tout le temps un moment, là, une limite mentale que tu te dis, OK, là, quand je vais être rendu, qui va arriver, tu sais, que je vais être rendu à tant de dollars de réparation, je vais changer de char, tu sais. Ou je vais arrêter d'avoir un char, puis je vais prendre l'autobus. Fait que je pense qu'il faudrait vraiment adopter cette mécanique de priorisation-là. Puis, comme elle a parlé aussi de gestion de risque, tu sais, c'est pas la même chose d'avoir un actif qui devient inutilisable quand c'est, par exemple, tu sais, une vieille remise dans un parc là, qui stocke des affaires qui servent à personne, parce que ça arrive, là, ça existe sur le territoire, ou, tu sais, perdre le Théâtre Granada ou perdre je sais pas, tu sais, un barrage hydroélectrique, là, tu sais, qui a des risques importants après ça, là, au niveau de la sécurité civile. Fait que je pense que d'avoir, je sais pas si c'est une matrice ou une mécanique ou appeler ça comme on veut, mais je pense que ce serait quelque chose qui serait pertinent là, à se doter pour chacun des actifs. Définitivement, c'est Ouais, certainement un des pour objectifs. nous fournir un outil d'aide à la décision. Je Oui. comprends que les élus, tu sais, la décision leur revient, mais on veut quand même avoir un peu de viande pour pouvoir savoir sur quoi on prend notre décision. Fait que si ça peut être documenté, je pense que ça pourrait être pertinent. Effectivement, mais je ne vous le cacherai pas que dans la plupart des organisations, comme je le mentionnais tantôt, souvent la gestion d'actifs est faite en silo, famille par famille. Fait qu'on pourrait être les champions du monde de la gestion d'actifs dans une famille seulement. Mais cette famille-là, elle travaille tout seul de son bord. Notre défi, puis Guylaine utilise souvent ce terme-là, c'est on veut comparer des pommes avec des pommes. Là, on a des pommes, des bananes, des oranges, des kiwis. Comment qu'on fait pour les prioriser? Puis effectivement, il y a peu d'organisations qui ont cette capacité-là de prioriser interfamille. C'est ce à quoi on aspire. C'est ce à quoi on aspire. D'où le fait d'avoir une mécanique de priorisation uniforme, peu importe le type d'actif. Mais tu sais, dans la mécanique de priorisation, c'est sûr qu'il devrait avoir le service, tu sais, est-ce que ça affecte un service direct? Exact. Est-ce que ça... Est-ce que ça affecte le service aux citoyens? Est-ce qu'il y a des risques de santé et sécurité, tout ça? Effectivement. Je pense que d'avoir un peu d'informations là-dessus, parce que pour que ça puisse effectivement être évalué de façon objective par nos équipes, parce que sinon, tu sais, tout est important. Exact. Mais puis ils font juste trouver des arguments pour nous convaincre d'investir finalement à la place d'évaluer. Donc, Mme la mairesse et M. Guénette, dans une activité future, une présentation future, on va avoir une présentation sur la mécanique de priorisation par famille. Ça serait intéressant parce que c'est soit est-ce que c'est la subvention, c'est-tu la sécurité? Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Puis pour chaque famille, ça pourrait être différent. Oui, tout va. Il y avait. En fait, moi, si vous permettez, ouais. Je veux juste réagir sur vos propos, Mme Baudin. C'est qu'en fait, ce que vous demandez, c'est ce que l'ensemble des organisations cherchent
c'est quoi le vrai système qui nous permet de prioriser tout ça. L'ensemble des municipalités dans le monde réfléchissent à ça parce que c'est éminemment complexe. Il y a des critères qui sont prépondérants pour une certaine famille d'actifs qui ne s'appliquent pas du tout dans la deuxième. C'est tout ça qu'on fait beaucoup de veille justement sur ce qui se passe dans le monde. Il y a M. Guenette, il fait une veille vraiment de tout ce qui se passe en termes de revue de littérature, puis ça n'existe pas encore. Il y a des amorces, ça répond en partie pour certaines familles d'actifs, mais globalement, un outil de priorisation, à notre connaissance, ça n'existe pas. Fait que oui, on veut bien répondre à votre demande, on veut y réfléchir, mais pour l'instant, c'est comme... difficile. Parce qu'on est en train de construire de quoi qui n'existe pas tant que ça dans d'autres municipalités. Là. Exactement. Au Québec, définitivement. Là, on est définitivement dans les plus avancés, dans notre stratégie, dans notre gestion d'information. C'est plus tough, là, mais... Ben, c'est sûr qu'on construit, on explore, mais il n'y a pas de recette. Il n'y a définitivement pas de recette. Puis c'est sûr que, encore une fois, notre plus grand défi, c'est de dire, OK, on a plein de familles d'actifs, il faut faire collaborer tout le monde, puis on essaie d'avoir une stratégie de priorisation, une mécanique de priorisation qui va nous permettre de justement être capable de comprendre. Puis, comme je le mentionnais, c'est basé sur de l'information, puis une information de qualité qu'on doit se faire remonter. Fait que tout ça est interrelié. Je voudrais juste, quand on arrive dans des mécaniques de priorisation, arbre décisionnel, trucs comme ça, là, c'est souvent dans ce genre de situation-là qu'on risque de se retrouver dans un clash politico-administratif, dans le sens où les élus veulent des outils d'aide à la prise de décision, mais ils ne veulent pas se faire dire quoi penser non plus. Ils veulent garder quand même on veut garder une certaine marge de manœuvre pour pouvoir avoir nos priorités politiques qu'on porte pour la population, finalement, qu'on doit représenter. On veut quand même qu'il y ait une certaine place qui soit gardée à ça. Fait que c'est difficile parce que c'est toute une question d'équilibre entre où est-ce que les équipes jugent qu'on doit mettre nos priorités et où nous, on juge que... Puis, tu sais, je pense qu'on est capable de se rencontrer souvent, là, mais il faut faire attention dans l'adoption de cette mécanique-là non plus pour ne pas éliminer toute la marge de manœuvre des élus. Un outil d'aide à la prise de décision reste un outil d'aide à la prise de décision. Merci, Mme la mairesse. Mme Lapierre. Je voulais juste ajouter, puis d'entrée de jeu, M. Guenette l'a mentionné, la gestion de risque, ça figurait là, sur sa diapositive à la toute droite. C'est un élément excessivement important. C'est un dossier aussi qui est priorisé dans le cadre de la commission. Et assurément que la gestion de risque a une valeur ajoutée si elle aide à la prise de décision. Et moi, je pense que les investissements sont une des décisions importantes. Fait que c'est sûr que ces deux dossiers-là vont devoir être menés en commun. Évidemment, dans chacun, il y a, comme on le dit, là, la gestion d'actifs a une multitude d'actions parce que pour être capable de connaître, mais assurément qu'il va falloir aussi travailler ces deux dossiers-là de manière à ce que aussi le dossier de la gestion de risque, parce que la gestion de risque est utile si elle nous aide à prendre des décisions. Donc, je voulais juste ajouter cet élément-là. Ça devient factuel, qu'on pourrait dire, versus émotif. Mais le plus possible, effectivement. C'est ça le but, d'amener des choses factuelles, définitivement. Mais quand on parle de gestion de risque, la gestion de risque, ça devient comme aussi un aspect de culture. Il faut intégrer ça dans les réflexes, dans les comportements, justement, au niveau des employés ou des élus, ou que tout le monde comprenne, justement, qu'est-ce que c'est de la gestion de risque. Donc, il y a une notion de développement aussi de connaissances et compétences par rapport à la gestion de risque, pas juste d'arriver, on a réfléchi à la gestion de risque, ça devient comme un peu omniprésent. Puis notamment, justement, j'ai arrivé ici sur nos orientations sur la notion des plans de gestion d'actifs. Ben, c'est les plans de gestion d'actifs par famille, c'est ça qui vient qu'à tout consolider les informations factuelles qu'on a sur nos actifs, qui après ça, quand on les met tous ensemble, nous permettent peut-être d'améliorer notre décision. Puis au commentaire de Mme Baudin, que ça soit n'importe quel algorithme, équation, matrice ou quoi que ce soit, comme vous le dites, c'est de l'aide à la décision. Mais quand on a une méthode qui au moins le démontre, ben là, après ça, on peut comprendre les critères qui ont été utilisés pour voir comment ça peut nous aider dans notre décision. Il faut éviter évidemment l'effet boîte noire qu'on pèse sur un piton puis que, voici la résultante, mais bien comprendre justement quelle a été l'approche pour justement supporter cette décision-là.
Puis, si tu permets, Louis-Martin, une belle façon, je pense, d'intégrer les élus dans la réflexion de maintien d'actifs, c'est de discuter, quand on démarre un plan de gestion d'actifs, sur le niveau de service. Parce que du niveau de service découle tout le reste. Fait que c'est là que, avec le niveau de service qu'on veut offrir, on peut arriver avec un plan de gestion d'actifs qui va venir atteindre vos objectifs. Fait que c'est comme ça, je pense que via cette commission-là, qu'on pourrait rallier un peu votre position politique versus des contraintes plus techniques. Puis il y a encore une fois très peu de municipalités qui sont rendues à adresser les aspects de niveau de service. Généralement, dans la gestion d'actifs, on est plus technique, plus sur les aspects factuels, l'inventaire, etc. Mais les niveaux de service, dans la dernière année, j'ai collaboré avec l'Ontario, qui sont plus avancés que nous sur les exigences, on va dire législatives ou réglementaires en gestion d'actifs. Puis on commençait à faire des ateliers sur les niveaux de service. Puis j'ai même été demandé dans des panels de par la réflexion qu'on avait, mais en termes d'avancement comme organisation au Canada, la notion de niveau de service, il y a un aspect un peu plus nébuleux, là, justement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un niveau de service? Qu'est-ce qu'on offre? Il y en a un niveau de service, mais comment le classifier? Puis quels sont les impacts de l'augmenter, de le réduire, etc. Donc, c'est quand même, ça paraît simple, mais c'est quand même pas évident à justement à cerner. Mais éventuellement, comme Guylaine l'a mentionné, c'est là qu'il y a un aspect en lien avec les élus pour déterminer qu'est-ce qu'on offre à partir de ces actifs-là, tout en respectant nos responsabilités, qu'elles soient légales, réglementaires ou quoi que ce soit. Ça, généralement, dans le plan de gestion d'actifs, on l'adresse. Donc, je le vois ici, les constituants d'un plan de gestion d'actifs, le niveau de qualité, l'inventaire, les valeurs de remplacement, l'évaluation de l'État, sommaire des besoins financiers, les niveaux de services stratégiques, les obligations réglementaires, les attentes des usagers, des clients, puis les stratégies de gestion d'actifs. Donc, est-ce qu'on le maintient ou l'améliore, la gestion du cycle de vie, gestion analyse des risques, optimisation des coûts, puis la demande future. Tous des thèmes que je vous discute avec vous depuis le début de la présentation de nos échanges. Donc, oui. Je tiens juste à peut-être revenir à la diapositive précédente. Je viens juste vous mentionner que lorsque je vous ai parlé d'un budget structurellement équilibré et durable, là, plusieurs des piliers se retrouvent justement au cœur des. Donc, vous voyez que tout s'entrecroise là, dans ce sens que de faire une stratégie de gestion d'actifs, c'est aussi permettre d'avoir un budget structurellement équilibré et durable, ce qui veut dire une bonne gestion financière. Donc, vous voyez un plan de gestion d'actifs pour chacune des familles. Chacune des familles a ses stratégies pour son exécution, mais ultimement, la stratégie globale de gestion d'actifs tient compte de l'ensemble de tous les plans et puis notre réalité comme organisation avec la multitude de familles d'actifs qu'on a. Donc, on en a de quelques-uns déjà qui ont été créés. Les plans de gestion d'actifs, on s'est basé sur le modèle de l'Ontario parce que, dans le fond, eux autres, il y a une exigence légale. Récemment, là, dans le fond, au Québec, avec le MAMO, il y a des orientations semblables qui s'en viennent, notamment pour les infrastructures en eau, avec un modèle qui risque d'être semblable. Encore une fois, on est relativement précurseur. Je pense qu'on est bien aligné sur la réalité canadienne. On s'est basé sur le modèle que nos voisins ont fait, puis on s'est parti là-dessus. Et la partie où on a beaucoup innové ici, c'est bon, oui, il y a le document statique, là, le fameux rapport PDF ou Word, peu importe, mais plutôt avoir aussi l'aspect dynamique, donc des tableaux de bord dans plus Power BI, pour ne pas le nommer, qui permet au service d'exploiter justement son information. Parce que le plan de gestion d'actifs statique, donc ça devient un outil de communication, collaboration aussi, mais peut-être pour le quotidien d'un service ou d'une division, d'avoir la donnée avec laquelle il peut interagir dans un outil dynamique, c'est plus intéressant pour l'aspect opérationnel de la chose. Améliorer la gestion de l'information aux activités en gestion d'actifs, ça reste toujours un but qui n'a pas de fin finalement parce que pour prendre une décision, on a besoin de collecter de la donnée. Comme si vous voyez à droite, là, dans le fond, les éléments qui sont entourés en rouge. Là, donc, il y a plusieurs moyens de générer de la donnée, mais il faut aussi la capturer. Donc, d'avoir des outils mobiles pour être capable d'aller prendre une photo, prendre une intervention, puis que cette information-là se ramène justement dans une gestion de l'information qui est adéquate pour pouvoir prendre éventuellement une décision. Il faut mettre à jour les informations. On sait tous qu'il y a beaucoup de données qui existent, mais un des grands défis, c'est de les mettre à jour. Donc, le jour 1 où je fais une inspection, il faudra que
j'aille mettre à jour si les travaux ont été faits, etc. Donc ça, c'est un défi constant pour tous les gestionnaires d'actifs que de mettre à jour l'information dans le temps. Donc, encore une fois, on a des très bonnes capacités dans l'organisation en termes de gestion d'information dans nos outils, notamment avec la plateforme 365 Microsoft, qu'on commence à avancer de manière très intéressante. Donc, juste pour vous donner un exemple ici, sur la gestion de l'information. M. Guenette. Pardon, allez-y. Oui, vous dites que, bon, il faut d'abord générer la donnée, la capturer, bon, donc mesurer tout ça. J'ai comme l'impression que l'adhésion de l'ensemble des employés est cruciale, finalement, dans tout ça, parce que ben, on l'a vu dans le réseau de la santé, là, quand on s'est mis à mesurer la durée d'une intervention, mettons, d'une infirmière pour un cas de bras cassé, puis etc., là, ça n'a pas nécessairement généré des choses super positives là, du point de vue du personnel. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir des réactions aussi comme ça à Sherbrooke, là, installer des GPS dans des camions, peu importe, là, ça peut être quoi, dire ben, à la place maintenant je sais pas, faire ta liste de tâches papier, on veut que tu la mettes dans le système ici, ta liste de tâches. Comment est-ce qu'on s'assure, nous, à Sherbrooke, que toute notre stratégie recueille l'adhésion de l'ensemble des employés? Bien, ici, dans le fond, cette stratégie-là n'est pas nécessairement en lien avec la performance des employés, mais plutôt justement sur notre capacité à connaître nos actifs. Je sais, mais dans la perception, les gens pensent parfois qu'on mesure, que la mesure va changer des choses. Des fois, on mesure quelque chose, puis ils pensent qu'on est en train de mesurer leur performance alors qu'on est en train de mesurer autre chose. Je comprends l'objectif que c'est pas de mesurer la performance des employés, mais reste que, en tout cas, quand En fait, un des objectifs, on intègre des mesures dans une organisation, il peut avoir quand même. Je vais prendre l'exemple d'une activité d'inspection. Le plus grand classique, c'est que quelqu'un va partir avec son pad de crayon puis une caméra. Il va aller collecter de l'information. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir, va ressaisir ses notes, dans quel outil, si tu dans Excel, comment je gère mes photos. Donc, l'objectif d'une démarche de gestion d'actifs, c'est de faciliter le transfert d'informations entre la perception terrain puis la capacité de la prise de décision puis de l'information. Donc, on travaille toujours à optimiser ces genres d'activités-là, ces processus-là, puis comme je le mentionnais, avec les capacités internes qu'on a, sans nécessairement que ce soit justement des maximaux, des gros outils de ce monde. On a quelques outils corporatifs qui sont des très gros outils, mais qui sont peu flexibles. Donc, on essaie de se donner de l'agilité en facilitant justement le passage de la capture jusqu'à l'analyse finalement de l'information. Donc, éviter les étapes. Pour l'avoir fait des centaines de fois dans mon ancienne vie, justement, le processus d'inspection de bâtiment, il peut y avoir des délais importants entre le jour d'une visite puis le temps que je vous fournisse l'information. Versus si on a les outils adéquats, ben là, je suis sur le terrain, cet après-midi, c'est comme live. Donc, la technologie a beaucoup évolué. Fait que c'est ça qu'on a comme focus, de bien gérer l'info pour qu'elle soit disponible pour le preneur de décision, qu'il soit interne ou justement à plus haut niveau. Là, on parle beaucoup opérationnel, là. Mais ultimement, c'est tout le temps super bien accueilli, que les gens adorent et qu'ils sont contents de gagner en efficacité? Ou... Je vous dirais que oui, parce qu'en général, c'est que les gens sont tannés des tâches cléricales qui sont lourdes, puis dans le fond, qui nécessitent justement beaucoup de temps, puis que les gens se sentent surchargés de par leur charge de travail, mais finalement, il y a une portion de ces charges de travail-là qui est liée à de la non-efficience de gestion d'information parce que justement, je dois ressaisir de l'information à différents endroits. Mais tu sais, moi, j'ai souvent vu ça dans ma vie, des gens qui veulent conserver leur technique de travail inefficace juste parce qu'il y a une résistance au changement. Je ne suis pas sur le terrain tous les jours, mais moi aussi, j'ai vécu ça, effectivement. Sauf que, dans le fond, l'objectif, comme je vous dis, c'est sûr qu'il y en a qui vont être réticents. Okay. Mais en tout cas, moi, je fais juste dire que je pense qu'il faut quand même garder en tête le fait que ça serait peut-être bon qu'à travers toute notre stratégie de gestion d'actifs, il y ait quand même une stratégie d'adhésion de l'ensemble de l'organisation, de bien expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi et tout ça, pour qu'ils comprennent les différents changements qui vont être, qui vont venir, qui vont découler de tout ça probablement. Absolument. Madame Boutin. Vous touchez, Madame Baudin, quelque chose de vraiment important parce que là, de quoi on parle en gestion d'actifs, c'est une culture.
Donc, pour implanter une culture, ça se fait avec des humains, par des humains. Jusqu'à présent, le personnel a tout le temps été très réceptif à l'amélioration des processus quand justement la finalité était bien expliquée. Fait qu'il existe plusieurs divisions qui ont des GPS dans leur véhicule, mais en gestion du changement, il faut qu'il y ait un gain pour la personne qui change, puis pour l'organisation. C'est là qu'il y a un point de rencontre qui nous permet de nous mettre en mouvement. Fait que l'explication, puis prendre soin des humains pour les accompagner pour se rendre là, qui comprennent bien la démarche, est super importante. Je pense qu'aussi, on va standardiser les normes et aussi les efforts, comme vous dites, qui sont mis par certaines personnes. Je pense qu'il va y avoir des standards qui vont être équitables pour tout l'ensemble de l'organisation. Ça va être sûrement stimulant aussi, là. Effectivement. Ben, moi, je considère que ça génère beaucoup d'engagement, mais comme Guylaine vient de le dire, il y a un aspect culture, il y a un aspect formation qui est là toujours, comme je parlais, le cycle de vie, des actifs, tout ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est d'emblée là, très bien compris par les gens, mais on l'utilise. Puis quand les gens ont des bénéfices sur leurs activités, ils sont souvent très réceptifs. Un exemple d'une bonne gestion de l'information qui découle des inspections qu'on a faites, là, on ne voit pas très bien, désolé, mais dans le fond, il y en a un journaliste de Radio-Canada qui a envoyé un courriel il y a une semaine, je crois. Puis, dans le fond, le service des coms a répondu. Dans le fond, la ville de Sherbrooke est propriétaire de 17 bâtiments administratifs, 53 de type opérationnel, etc. Puis, l'échange de courriel, dans le fond, le journaliste mentionnait, vous avez gagné le challenge du département des coms le plus efficace aujourd'hui. Première des 9 municipalités à fournir une réponse et en plus, elle est très détaillée. Merci infiniment et bon week-end. Donc, la capacité de répondre n'était pas genre, OK, va me compter des bâtiments, etc. On avait dans notre environnement technologique, une source d'information à laquelle tout le monde pointait. Il n'y a pas 43 fichiers Excel de la même affaire. Puis, dans le fond, le nouveau chef de division qui m'a retourné l'appareil, il dit, voici un bel exemple qui témoigne de la qualité du travail qui s'est effectué à la division des bâtiments. J'ai été en mesure de répondre rapidement à la demande. Donc, dans le temps, j'avais commencé avec M. Lucie, on avait structuré l'information au niveau des bâtiments, tout ça, puis on avait les tableaux bords, etc. Donc, c'est encore cette source d'information-là qu'on continue de mettre à jour, qui est utilisée par la division. C'est ce même genre de construction d'éléments-là qu'on veut avoir dans l'ensemble des services pour que tout le monde sache où elle est notre information, puis qu'on la pige à la même place. Actuellement, c'est ça qui arrive, c'est que chacun gère son information un peu différente, qui peut avoir plein de fichiers Excel, etc. Donc, en mesure qu'on passe dans chacun des services, on essaie de consolider ça. Puis c'est ça l'objectif, ultimement, que l'ensemble des services ait une approche très semblable pour pouvoir justement gérer l'information sur ses actifs. La bonne information au bon moment pour la bonne personne. Donc, les éléments du PGA deviennent une source d'information de grande valeur pour l'organisation. Viens-tu de gagner un autre prix, là? Hein? Pas un autre prix, là, mais une petite tape dans le dos. C'est un par année. Ben, déjà qu'on a eu le financement puis un prix, c'est déjà pas si pire. Donc, en gestion d'information depuis l'été 2021, là, justement, prise de conscience de la gestion d'actifs pour le service des TI. Les TI, bon, vous connaissez Marc-Antoine qui est là, il y avait un autre directeur avant, donc il y a un changement de culture qui est avec ça aussi, puis il est un très bon communicateur à l'interne pour la notion de gestion d'actifs. Puis ça a vraiment fait changer le service sur comment justement considérer les actifs de type technologique, alors que c'est pas souvent la première famille d'actifs à laquelle on pense. Donc, aussi, le projet de gestion électronique des documents, j'ai été impliqué l'an dernier dans ça, aussi justement pour, encore une fois, la base d'information. Donc, on réactive le projet maintenant que l'archiviste a été engagé. Puis là, vous pouvez penser que c'est loin de la gestion d'actifs, mais la gestion documentaire, c'est d'un autre type d'actifs sur lesquels on a des exigences réglementaires importantes. Donc, ça nous aide beaucoup dans notre réflexion de gouvernance sur l'architecture d'information, architecture de données, tout ça. Dans le fond, aussi avec l'exercice, des premiers exercices de plan de gestion d'actifs qui ont été commencés, je vous le mentionnais, on a découvert que l'information était gérée de manière très non uniforme, que les compétences numériques des divers employés pouvaient être très hétérogènes et variables. Donc, à travers un projet pilote qu'on a fait l'an dernier, on a finalement implanté une plateforme d'apprentissage dans laquelle on a construit des capsules pour pouvoir faire du développement de compétences numériques, basé sur le modèle de maturité de Microsoft 365 avec un focus sur la collaboration. Donc ça avance très bien. On est capable de savoir quels employés ont été formés. Donc, on est capable de suivre aussi justement l'évolution du niveau de compétences numériques dans l'organisation. Puis, plus récemment, donc, on a commencé à mettre en place une communauté de pratique sur le développement de solutions de M365, donc pour autonomiser, si on peut dire, les services à développer, à améliorer leur efficacité interne, mais que ça ne devienne pas nécessairement ce qu'on appelle top-down d'en haut, mais que les services puissent eux-mêmes, justement, développer leur propre capacité à améliorer leur processus.
le plus souvent les processus de gestion d'actifs, mais pas tout le temps, pas nécessairement. Donc, aussi, comme je le mentionnais avec Jean-François, que vous avez eu il y a quelques semaines, il y a un aspect important sur justement capacité d'analyse dans un contexte de portefeuille de projet. Donc, depuis 3 ans, vous utilisez maintenant un outil qu'on a développé essentiellement Guylaine et moi la première année, l'outil pour les fiches projets qui sont consolidées par les services, dans le fond, en saisissant les fiches projets. Ensuite, il y a une option de scénario, les tableaux de bord. Donc, on veut amener ça à l'autre niveau pour être capable de décliner les fiches projets en portefeuille de projet plutôt par la suite, dans lequel il y aura une gestion de risque, etc. Donc, le nouveau conseiller en gestion de projet m'aide beaucoup là-dessus. Bon, c'est là-dessus qu'on travaille de manière très proche. Donc, il y aura une évaluation, analyse des risques, évaluation de la capacité, intégration de critères de priorisation. Donc, encore une fois, ça fait vraiment partie de la gestion d'actifs, la gestion de projet, et cette partie-là est très importante. Puis ça, j'en ai mentionné à plusieurs reprises, continuellement poursuivre le développement de la culture du cycle de vie dans les projets actifs en intégrant les rôles et responsabilités. Donc, qui est responsable d'un projet? Qui est responsable de la famille d'actifs? Qui est responsable de l'actif? Donc, c'est une notion importante parce qu'une fois que je suis responsable d'un actif, après qu'il ait été construit, peut-être que je ne le savais pas, mais dans le fond, j'ai des responsabilités qui viennent pour son entretien, son maintien, l'information. Ça s'applique même au niveau des logiciels. Donc, maintenant, les logiciels, mettons, un service comme le service des finances peut être responsable ou les RH peuvent être responsables d'un actif. Puis, c'est pas à cause que c'est un logiciel que c'est 100% les TI qui ont cette charge ou responsabilité-là. Ça peut être une responsabilité partagée. On a fait ça tout le long, mais ça faisait le tour de la présentation. Question additionnelle? Oui, vous méritez un verre d'eau. On a parlé beaucoup du déficit là, qui avait été avancé de tout près de 88 millions, mais pour les gens qui nous écoutent ou les citoyens, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas rien annuellement en maintien d'actifs. On investit combien? On l'a-tu déjà évalué? Non, au contraire, évidemment, là, il y avait eu des recommandations du rapport du VG de subdiviser justement les investissements du PTI en 3 classes, notamment développement de croissance, développement de services et de maintien. Et c'est ce qui est fait justement, notamment, pas grâce à l'outil, mais l'enveloppe a été fractionnée. Puis dans les dernières années, bon, je laisserai Guylaine et Nathalie préciser, mais on est de l'ordre d'à peu près 60 millions, je crois, sur 90, environ 90 qui sont en maintien. Donc, on est vraiment conséquent avec le fait qu'on doit maintenir nos actifs, puis qu'on a une distribution justement du budget qui est en cette considération-là. Oui, Madame la mairesse. Je pense quand même que cette division-là, faut la prendre un peu avec un grain de sel des fois, parce que, par exemple, le domaine Howard, au-delà de, tu sais, investir dans le domaine Howard, c'est investir pour son maintien à long terme. Là. Parce que si on fait juste maintenir le bâtiment puis qu'il n'y a rien d'autre puis qu'on a des bâtiments inoccupés, c'est pas mieux, mettons. Ou encore investir dans le maintien d'un actif sans avoir évalué la nécessité de le maintenir, cet actif-là. Ou Ça de peut l'avoir. avoir l'air d'un maintien d'actif, mais ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie de maintien d'actif. Fait que je voulais juste dire que pour moi, ben, déjà, qu'est-ce qu'on met dans quelle catégorie, c'est pas tout le temps 100% coupé au couteau. Puis ensuite, notamment ce qu'on met autant dans le maintien que dans le développement et tout ça, des fois, ça peut quand même faire partie d'une stratégie plus grande qui favorise le maintien d'actifs. Puis, fait que je voulais juste, c'est pas pour vous, là, c'est pour tout le monde. Là. Fait que, mais vous avez raison, ça revient à la mécanique de priorisation. On dit justement, est-ce que justement on investit 60 millions en maintien? Est-ce qu'il y a un 5 millions là-dedans qui aurait sur un actif qui n'est pas priorisé ou qui n'aurait peut-être pas été priorisé? Ça revient encore une fois à monter au-dessus de la mêlée pour être capable d'avoir l'information, pour être capable de... Là, actuellement, on a beaucoup avancé, mais on n'a peut-être pas encore la capacité de faire des vases communicants assez pour être... En général, dans la présentation, il y a une chose que je trouve qui ressort pas assez, c'est vraiment la stratégie de diminution de notre nombre d'actifs. J'ai l'impression qu'il y a quand même une urgence de ce côté-là, de se questionner vraiment sur l'utilité de nos actifs.
Donc, je pense que ça a l'air bien parti, la démarche et tout ça, mais je ne vois pas à quel moment ça va arriver, le moment où est-ce qu'on va se demander comment est-ce qu'on diminue nos actifs sur le territoire. Puis ça vaut pour tout, là, tu sais. Investir pour des pancartes, de ramasser votre caca de chien, là, puis tapisser la ville de ça, est-ce que ça atteint vraiment ses objectifs? Laissez-moi en douter, là. Je pense que les gens savent qu'il faut qu'ils ramassent leur caca de chien, hein, mais peu importe les pancartes, il y en a qui le font pas, tu sais. Fait que, il y a bien des choses, et là, je donne cet exemple-là qui est un peu bidon, là, mais je pense que en général, il faut peser sur l'accélérateur pour la diminution de notre nombre d'actifs. Donc, j'essaie de voir comment ça s'inscrit dans la démarche, mais je voudrais m'assurer qu'on le fasse. Absolument. Ça vient notamment de savoir quel actif on a. Donc, c'est un peu les objectifs du plan de gestion d'actifs. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a avant tout. Vous parlez d'un exemple de signalisation qui sont des micros actifs dans un type d'actif. Mettons, dans le fond, les pancartes. Mais là, ça revient encore une fois, la réflexion sur la disposition puis réduire le nombre d'actifs, ça va être en lien avec les niveaux de service qu'on décide d'établir. Donc, Ouais. on avait beau décider, genre, on détermine le nombre d'actifs qu'on a, puis comment on fait pour savoir si on est capable d'en couper. Il y a un lien de cause à effet, c'est sûr, avec le niveau de service. Il y a peut-être des actifs qui sont dans un état délabré, puis qu'on sait que, mettons, qu'ils viennent de la fusion, quoi que ce soit. Il y a plein de possibilités qui font Moi, qu'on j'ai peut des avoir des actifs pancartes de à trop. côté de chez moi, là, je vous jure, là, c'est écrit interdit aux chevaux. Il y a un pictogramme, genre, qui dit de ne pas aller à cheval sur un sentier de ville en pleine ville. Peut-être qu'il y a eu une époque où est-ce que c'était un enjeu, là, mais en ce moment, il y a un pictogramme là, dans la rue à côté de chez moi. Fait que, tu sais, c'est des affaires comme ça, on les voit même pas. Là. C'est quelqu'un, moi, c'est une de mes amies qui m'a fait remarquer ça. C'est à côté de chez moi, j'avais jamais remarqué. OK? Mais c'est que je voudrais pas qu'on se dise avant de faire quoi que ce soit, on va avoir fait un portrait complet. Ah, Si on se rend compte en cours de route qu'on en a des actifs qui, tu sais, si on voit une opportunité, je pense qu'il faut l'amener tout de suite, puis qu'on agisse finalement en même temps qu'on réfléchit, finalement. Ça rejoint ce qu'on disait en lien, le niveau de service, puis identifier le service qu'on veut donner. Là. Je pense qu'on n'a plus besoin de parler chevaux à Sherbrooke. Là. Puis c'est comme les motoneiges sur le territoire de Sherbrooke, on en a déjà eu aussi. Oui, mais tu sais, est-ce qu'on veut vraiment commencer à se dire, OK, gang, voulez-vous avoir des pancartes de anti-caca de chien? Ou bien peut-être plus comme dire, hey, dans notre travail, on s'est rendu compte qu'on avait tant de pancartes, que ça coûte tant de dollars à installer, tant de dollars à remplacer, puis que l'effet est très limité, tu sais, documenté très, très limité, mettons, là. Voulez-vous, voulez-vous revoir cette position-là? Là? C'est pas juste comme, OK, c'est quoi les niveaux de service qu'on veut avoir pour tel type de pancarte? Quel niveau de service on veut avoir pour tel type de. J'ai peur que ce soit un peu trop fastidieux puis trop large par rapport à une approche qui serait un peu plus opportuniste, finalement. Nos gestionnaires, ils voient bien, là, souvent, ils voient comme, OK, tel truc, j'ai comme l'impression que ça ne répond pas à grand-chose. On pourrait vous l'amener. Tel autre, je sais que c'est plus délicat. Ça, on va s'en rediscuter en termes de niveau de service. Mais tu sais, ce n'est pas tous les actifs qui sont aussi délicats que la gestion des patinoires et des piscines. Absolument. Je viens de vous en donner comme 2 exemples qui peuvent avoir l'air ridicules, mais qui sont. Il y en a combien des affaires de même? Merci. Madame Lapierre, Madame Boutin après. Oui, ben moi, je voulais juste dire, en fait, tu sais, on l'a bien dit, la gestion des actifs, c'est un changement de culture. Puis je pense qu'évidemment, dans le changement de culture, on doit, puis je pense qu'on commence à entendre plus de gens dire, ben, tu sais, on a tout besoin, on commence. Mais certes, mon point était de ramener par rapport aux chiffres de Lou Martin. Avant, on investissait, tu sais, puis j'ai le graphique qu'on a présenté l'année dernière au budget. On investissait peut-être 55 millions en maintien d'actifs. Bon, avec tout le travail que, entre autres, Lou Martin et Guylaine ont fait, ben, tu sais, c'est devenu une priorité. Puis l'année dernière, on a investi 84 millions. Bien que c'est peut-être pas parfait, je pense que ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on est plus conscient de ça. On commence à l'intégrer à notre prise de décision. Alors, je pense qu'on est quand même là, sur la bonne voie à cet égard-là. Puis on peut répondre à la question, entre autres.
Madame. Puis, à titre complémentaire, pour bien gérer les attentes en lien avec le système de gestion d'actifs corporatifs qu'on vous présente aujourd'hui, on n'ira pas dans le détail des pancartes rapidement. Ça va venir, mais pour nous, là, c'est loin de nos préoccupations parce qu'il y a des projets qui sont beaucoup plus structurants. J'ai parlé tout à l'heure qu'on est en train de parler beaucoup de dispositions d'actifs au niveau des TI. Ça, c'est très structurant, puis ça va occasionner beaucoup d'optimisation. Mais vous avez aussi, dans le cadre de cette commission-là, vous allez vous pencher sur le nombre de pieds carrés à la ville. Fait que ça, c'est des genres de choses qui sont beaucoup plus structurantes quand on commence une démarche. C'est sûr que cette préoccupation, si vous avez des pancartes vraiment désuètes, je pense une requête ou 5858, va peut-être mettre le spotlight sur ce besoin-là. Mais on est vraiment macro, ça fait qu'on est en train de construire quelque chose qui va influencer l'ensemble de l'organisation, mais c'est pas dans le micro-détail présentement où on est, là. Mais tu sais, je pense pas que la mairesse ou ni même n'importe quel élu devrait comme arpenter son territoire à la recherche des actifs. Tu sais, je pense qu'il faudrait qu'on fasse adhérer même la population là-dedans. Là. Ils font déjà, bon, des requêtes au 5858 et tout ça, mais si on pense, par exemple, aux cyclistes, aux personnes handicapées qui ont une attention particulière de leur environnement, mais même les personnes qui prennent des marches dans leur quartier, tout ça, c'est des yeux sur notre territoire qui peuvent quand même nous allumer sur des petites choses, tu sais, puis, tu sais, je sais pas, tu sais, je voudrais pas qu'à chaque fois que quelqu'un apporte un exemple, on fasse juste se dire, ben, appelle au 821-5858 ou signale-le. Il me semble que ce serait le fun de peut-être puis là, je sais que vous allez dire qu'on va peut-être rajouter des outils, mais on voudrait-tu avoir un outil justement, tu sais, par rapport à notre territoire? C'est sûr qu'on va avoir des demandes d'ajouter des affaires dans cet outil-là, mais il va peut-être avoir du monde aussi qui vont demander d'en enlever parce que je peux vous dire que comme cycliste, moi, il y a des affaires que j'enlèverais sur le territoire qui deviennent, euh, tu sais, qui deviennent une nuisance, là. C'est pas juste. Des fois, c'est des choses qui sont mises dans une bonne intention, mais qui finissent par nuire, mais qu'après ça, il faut les entretenir parce que la personne qui l'a mis là, c'est dans une bonne intention. Fait que, est-ce qu'on veut peut-être se doter d'un outil plus global ou est-ce que les gens participent finalement un peu à ça? Ultimement, ça devient un système de requête. Là, actuellement, notre système de requête, c'est 5858. Il n'est pas parfait, mais je veux dire, ultimement, c'est d'avoir un guichet unique et une boîte à mal sur lesquelles les choses peuvent rentrer, sur lesquelles on peut prendre action. Parce que si on démultiplie les outils, vous voyez, là, on essaie de consolider l'information des diverses familles d'actifs. Ça reste un défi. Fait que des fois, justement, encore une fois, enlever un actif, un autre outil qui est qui a déjà un outil qui fait la chose semblable. Je veux dire, je pense qu'on peut partir de ça puis l'amener ailleurs, là. C'est plus ça que je veux dire, là. OK. Parce que ça répond pas à 100% des besoins. Tu sais, les gens ont pas tous l'habitude là, d'aller sur le. Tu sais, je veux dire, les gens sont avec leur cellulaire en général, puis c'est pas tout le monde qui va aller dans des menus déroulants sur leur cellulaire pour choisir, pour pouvoir comme, accomplir leur mission citoyenne de Mais je comprends. faire changer un globe dans un lampadaire. Merci beaucoup. Merci, M. Guénette. Et là, on serait peut-être rendu à décider c'est quoi les prochaines actions. Madame Lapierre? Oui, bien, en fait, ce qu'on propose, c'est, bon, évidemment, là, en parallèle à tout le travail que M. Guénette a exposé, qui est fait, ce qu'on propose, c'est de tenter de consolider, tu sais, justement l'information qui est recueillie sur le terrain, de manière à avoir, parce que, tu sais, comme c'est fait par plusieurs personnes, ben il faut regrouper puis consolider cette information-là pour qu'elle soit toute centralisée. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on vous propose. Et l'autre, c'est évidemment, bien qu'on n'ait pas le chiffre total, puis de toute façon, c'est dynamique, qu'on n'aura peut-être jamais le vrai chiffre parce que c'est en mutation, puis ça bouge toujours. On en ajoute, on en enlève. Alors, mais je pense qu'on doit réaliser que c'est un enjeu majeur, les déficits de maintien d'actifs, de même que le maintien d'actifs. Donc, c'est vraiment deux choses. Et on doit, bon, on a commencé cette année à en parler, mais on doit vraiment essayer de créer une réserve pour créer un fonds pour justement pouvoir venir aider à réduire le déficit de maintien d'actifs et à améliorer le maintien de nos actifs actuels. Alors, tu sais, je vous propose peut-être qu'on puisse y travailler là, en 2023 là, à cet égard-là.
Est-ce que vous êtes d'accord avec la démarche qui est proposée? Tout à Je fait. pense que la réserve, on en a parlé à plusieurs reprises, puis je pense qu'il y a aussi urgence d'agir parce qu'il y a quand même des dossiers qui vont être essentiels à adresser là, prochainement. Donc, parfait. Oui, Juste, est-ce qu'on peut voir le texte de la résolution qu'on est en train d'adopter? Ou bien il n'y a pas de résolution, c'est juste pour orientation? c'est une orientation. Ça, good. Ben, point de vue fonctionnement, là, à savoir, ben, on a eu la présentation, mais on fait quoi avec après? C'est bon. Moi, je pense que c'est ça la conclusion plutôt. Ouais. C'est sûr que, Monsieur le Président, je pense que les autres élus du conseil municipal, il faudra trouver quand même une stratégie pour les mettre dans le coup. Moi, j'anticipe qu'il y a déjà des élus qui vont dire: Ah, ben là, c'est un enjeu tellement important, pourquoi vous ne l'avez pas apporté au conseil? Je pense qu'il faut insister peut-être pour que les élus s'intéressent à ce dossier-là qui est actuellement traité, mais peut-être que ça pourrait se faire, ça peut être juste par un commentaire verbal qui pourra être fait de votre part quand le PV va être déposé au conseil. Mais je pense qu'il va falloir que chacun de nous, on incite les autres élus à s'intéresser à ce dossier-là qui est vraiment structurant puis majeur. Et là-dessus, Mme la mairesse, je suis un petit peu surpris qu'il n'y ait pas aucun élu parce qu'on l'a clairement identifié lors du conseil municipal et aussi lorsqu'on a parlé des plans d'action que ça allait être traité. Ouais. Donc, c'est ça. Des fois, ça arrive, mais je pense que plus on va inviter les gens, réinsister, tout ça, de dire que c'est en plusieurs étapes, là, leur dire qu'il n'est pas trop tard s'ils veulent commencer à suivre le dossier, peut-être aller visionner ou ne serait-ce que prendre connaissance du dossier qui est sur le CSP. Je ne suis pas sûre que c'est un réflexe que les gens ont. Fait que, bref, moi, je on est pense d'accord. que quand tout à l'heure, on a parlé d'avoir un calendrier. Moi, je pense que c'est de le rendre public aussi en lien avec un calendrier de l'ensemble des séquences. Aussi, d'identifier les familles. Je pense qu'à partir du moment qu'on va avoir cette analyse-là, on va le rendre public, là. Et ça va être encore plus factuel pour eux autres de pouvoir savoir en temps réel c'est quoi qu'on traite puis quand on va le traiter. Oui, Puis je peux peut-être ajouter que c'est certain que lorsqu'on arrivera, par exemple, avec une politique sur la gestion des actifs, ben, ça sera peut-être important de prendre peut-être 10 minutes de plus pour faire une bonne mise en contexte, pour vraiment les sensibiliser. Alors, de manière à... Parce que s'ils veulent, si on veut les amener avec nous dans cette aventure-là, ben, il va falloir qu'ils y soient sensibilisés. Mais je pense que le bout nouveau, là, c'est quand vous avez dit, OK, bon, ça, c'était la partie théorique. Maintenant, on rentre dans le concret de la ville de Sherbrooke. Là, je pense que c'est là qu'on capte davantage l'attention des élus, là, parce que c'est concret. Là, on le sait qu'on va prendre des décisions par rapport à des bâtiments dans leur parc, mettons. Là. Fait que, Merci. Au point 7, on l'avait retiré. Point 8, on l'a retiré. On s'est rendu à 9. On avait adressé le point question des personnes présentes. Ça va être assez court aussi. Et 10, ça serait message des membres du conseil, de la commission plutôt. Madame Le Tarte-Lavoie, Message, merci. Monsieur Kibonge. À part d'inviter comme non seulement les collègues, mais aussi la population qui s'intéresse au changement climatique, à s'intéresser à notre commission pour ce genre de dossier-là. Pas d'autres messages. Merci. Oh, mes félicitations à l'administration. Monsieur Geng, Non, pas de message, Monsieur le Président. Madame la mairesse. oui, ma voix à mon collègue, M. Kibonge. Donc, dans la vision qu'on veut se donner de justement communiquer encore plus, on va inviter les gens à la prochaine commission qui va avoir lieu le 16 décembre et peut-être mettre en place un processus qu'on pourrait partager aussi sujet par soit Facebook, les réseaux sociaux, tout ça, pour intéresser encore plus les gens. Oui. Et Oui, puis, Monsieur Geng. Monsieur le Président, ben, il y a du café. Et puis, à l'arrondissement des Nations, depuis qu'on a mis des biscuits puis des petits chocolats, il y a plus de monde. On a nos clients assidus là-bas, là. Donc, merci à tous, puis on se revoit le 16 décembre. Merci.